Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Bienvenue à Trace de break. Encore une fois, on est content de vous retrouver avec Carl Nadeau, Pat Denis, Richard Turcotte et notre invité aujourd'hui. Pat, qui on reçoit? Aujourd'hui, on reçoit, je vais l'appeler par son surnom seulement, Plateau. Ah oui, j'allais dire, je pensais que tu disais Pépito. Pépito, hein? C'est parce qu'il s'appelle Pépito. Pépito, pas besoin de dire d'autre chose que Plateau. Je pense que c'est David Morissette. Ouais. Tout le monde le connaît sous le nom de Plateau. Un homme intéressant sous plusieurs angles. Oui, bien c'est tout un communicateur. Ouais. C'est un mécanicien extraordinaire, mais aussi un vulgarisateur hors du commun. Il fait des vidéos, il est très, très, très connu sur les médias sociaux, puis beaucoup de vidéos informatives sur la mécanique, mais si vous pensez ingénieur plate, carré, oubliez ça, c'est à se rouler par terre. Tu sais, je peux vous dire, quand des fois, tu passes une mauvaise journée, là, je me claque un petit 10 minutes de ces vidéos, je me tords de rire la moitié du temps, puis j'apprends quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Ah oui, il n'y a pas la langue dans sa poche, vous ne voulez pas manquer ça. Mais juste avant de vous le présenter, allez liker, aimer, commenter notre nouvelle page ou notre nouvelle chaîne YouTube à Trace de break, puis aussi nos réseaux sociaux, que ce soit, peu importe, vous les connaissez, les réseaux sociaux, on est là, on est partout. On a même notre nouvelle chaîne à nous, sur Spotify. Merci pour avoir dit ça. On a nos partenaires aussi qu'on veut saluer, Sogu, Betway, et aussi notre partenaire principal, Nokian Tires. Et tout au long de la saison, Pat et moi, on va vous présenter des capsules de notre partenaire Nokian Tires parce que on voulait en savoir plus. On pense, on se dit, ouais, c'est des pneus. Non. Il y a plein de choses à savoir là-dessus. D'ailleurs, regardez ça. On est avec Kevin Brisebois, directeur de territoire des pneus Nokian. Kevin, Pat et moi, ainsi que nos nombreux spectateurs, on voudrait que tu nous parles un peu des usines de Nokian parce qu'il y a vraiment des particularités, usines et aussi pistes d'essai. Oui, absolument. Puis chez Nokian, on est une très petite équipe. On est super populaire. Je pense que le marché auquel on s'attaque, très ciblé aux Québécois. Puis je pense que les Québécois s'attachent à la marque. 3 usines seulement, Nokia en Finlande, Dayton au Tennessee. Puis on a une toute nouvelle là, qui vient d'arriver en Roumanie aussi. Pas prête à faire des pneus de production, mais sincèrement, ça va arriver. C'est beaucoup de pneus. Ça va nous donner un bon coup de main là, au niveau de la production. Puis qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Mettons, on commence avec, évidemment, la Finlande. L'usine de Finlande, c'est quoi? En fait, je crois que les Finlandais, en général, prennent une très grande fierté au niveau de l'éco-responsabilité. Puis ça, c'est super important pour nous, d'avoir des usines à zéro émission, le moins de déchets possible. Plusieurs pneus presque au bout de la chaîne de montage qu'on est capable de faire, on est capable de les redémonter, aller rechercher du matériel pour vraiment le gaspillage. On essaie d'en avoir le moins possible. Ça va jusqu'à la cafétéria où que nos employés font leur propre vaisselle après le lunch. Donc, ça va de très, très, très loin aux petits détails. As-tu eu la chance personnellement d'aller visiter les usines? Absolument. On a cette chance-là, en tant qu'employé, d'y aller quasiment une fois par année. Puis d'amener des clients, de faire vivre cette expérience-là, de leur faire comprendre le brand. De qui l'ADN. de où on vient exactement. Puis honnêtement, Helsinki, sensiblement le même parallèle que l'île de Montréal. Donc vraiment, là, les gens d'ici se retrouvent là-bas. Puis je pense que ça part de là l'amour là, envers la marque. Fait que tu as commencé les bains de glace? Ça y est, en fait, ça fait partie des initiations d'y aller dans le courant. Tellement heureux de savoir qu'il s'en va en Finlande pour aller faire la vaisselle. Oui, c'est en plein ça. Ma blonde serait contente d'entendre ça. Deuxième usine, Roumanie? Oui, Roumanie, en fait, là, qui est la plus récente, vraiment zéro émission, c'est vraiment la première usine de fabrication de pneus à vraiment être à zéro. Puis je parle au nom quand même de tous les manufacturiers. On essaie vraiment de faire
des petits gestes pour avancer à ce niveau-là, Ben, à la base. Petit, C'est gros gestes. C'est des gros gestes, c'est des gros investissements. Chez Nokian, c'est plus de 50 des profits qui sont réinvestis en recherche et développement, puis ça fait partie des recherches et développements. On a même dans nos pistes d'essai, on a des places qu'on plante nos propres plantes, en fait. Ça se dit un peu mal pour pouvoir découvrir des nouveaux trucs qui vont être vraiment là, le plus écologique possible. Puis encore que vous allez pouvoir utiliser éventuellement si ça fonctionne sur des pneus. Ça fonctionne dans la conception, dans le type de gomme qu'on va utiliser. Donc vraiment, là, ça part de très loin. On dit souvent, un pneu, ce qu'on voit, c'est seulement 10 %. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est là le secret. Tennessee maintenant? Oui, Tennessee aux États-Unis, on voulait vraiment avoir quelque chose en sol nord-américain, éviter les transports à bateau. Encore une fois, là, c'est presque quasiment, c'est 70 % en fait, électrique, que ça fonctionne là, vraiment avec les panneaux solaires. Après ça, on tombe à l'électricité. C'est impressionnant quand même. Oui. Parle-nous des droits de douane. Mais non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, mais maintenant, les pistes d'essai, comment ça fonctionne pour vous autres? Les pistes d'essai, encore là, grande fierté. On a Whitetail en Laponie, en fait. C'est 350 km au nord du cercle polaire. C'est 33 différentes pistes. T'es pas allé là. Dis-moi pas que t'es. Absolument. Ah non! On amène aussi nos clients là. Est-ce que je peux être un client à partir de demain? Ça faudrait parler à mon patron. OK, parfait. Tu sais que c'est un excellent. Aïe, aïe, aïe. Oui, exactement. Mais c'est malade d'avoir ça. On a la chance de tester des pneus dans la Gadou. On est le seul manufacturier à tester nos produits dans la Gadou. Différents types de véhicules, là, parlant des véhicules électriques, petits camions, auto-performantes. Donc, vraiment, là, on essaie de toucher à tout. Whitetail, donc, quand on arrive là, c'est les portes de l'enfer. Je pense qu'il y en a deux autres. Donc, Espagne, entre autres? Oui, en Espagne, c'est là on va aller tester tous nos produits d'été. On a un très, très grand ovale aussi, tester la durabilité, stabilité, puis justement, on va arriver avec des températures beaucoup plus chaudes, donc on est capable d'aller chercher différemment. Puis à Nokia, on a la 3e piste d'essai, beaucoup plus petite, des petits circuits fermés, tests sur l'eau principalement, mais c'est nos 3 pistes d'essai qu'on a. Ils vous appartiennent ou vous les louez? D'ailleurs, très bon point, merci beaucoup. On est les seuls à les posséder. C'est ce que je pensais. On les partage pas. Donc, nous, ce qu'on a, ça nous appartient. Puis quand je dis nous, ça m'exclut. Ah, t'as pas ta part là-dedans? Non, malheureusement, pas encore. Merci, Kevin. Ça fait plaisir. Ben, c'est un gars, j'aimerais ça dire qu'il porte plusieurs chapeaux, mais je dirais plus plusieurs casquettes. David Morissette, de Plateau Motorsport. Ouais. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Live de la Beauce. Ouais, live la Beauce. Ça fait spécial. D'habitude, c'est moi qui fais les podcasts. Là, je vais me faire poser des questions aujourd'hui. Fait que on va mettre ça de l'autre bord. C'est pour ça, c'est pour ça les gants en latex de Carl pour toutes les questions qu'on va te poser. Hey, mais partons d'abord avec la course, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ça a commencé vraiment le début de la course. On a tout eu un char de rue quand on avait 18 ans. Puis j'aimais ça aller dans un chemin de garnotte. Fait que ça a commencé là. Okay. Puis mes chums, ils trouvaient que j'avais un bon coup de volant. Puis à partir de là, j'ai décidé de faire un cours de rallye à Mécoglis en 2006 avec Frank. Ouais. Puis j'étais allé faire un cours de rallye, puis c'est là que mon histoire d'amour pour le rallye il a débuté en 2006, quand j'ai fait mon cours, puis que mon père a vu que j'avais vraiment un bon coup de volant, parce que c'est la première fois qu'il me voyait. Puis on a commencé tout de suite en 2007 en faisant du rallycross, puis après ça, du performance en 2008, puis là, c'est ça. Après ça, c'est des plis, puis fait des chars de course parce que là, t'es scrap, puis ça a commencé de même. Des plis. Le dépli qui a peut-être Aïe. passé vite pour les gens qui sont juste sur l'audio, là. Faisait signe de. Sors l'argent. Ça sors coûte les cher. Non, j'ai eu une belle jeunesse de rallye qui a coûté cher. Puis que, tu sais, j'étais bon, mais on n'avait pas le commanditaire pour pouvoir pousser encore plus. Fait que, à un moment donné, il faut que tu tires la plug parce que à la fin, tu fais ça à crédit, là. Tu sais, la vraie histoire de ça, c'est que le monde... C'est pas mal au début, au milieu, puis à la fin. Là. Il y a un stade où que tu vis que pour ça, là, tellement tu es into it, là, passionné par le rallye. Là. Puis là, tu vas faire des prêts à la banque, tu loues des cartes de crédit. Il faut qu'on fasse ce rallye-là. Puis tu sais, c'était vraiment, vraiment comme ça. Là. C'est quoi le premier char de rallye? Le premier char de rallye, c'était un Audi Coupé 90 que j'ai acheté à Luc Morin, qui était déjà toute faite de rallye. La cage était déjà legit. C'est sûr que c'est pas les moins chers à entretenir. Ben, c'est ça. Ben, là. moi, à la base, j'étais Ça commence mal. un gars de Vaux, puis j'étais un gars d'Audi déjà quand j'ai commencé à faire du rallye. Fait que c'est certain que quand j'ai vu un char de rallye Audi à vendre de rallye, j'ai fait... T'es pas tombé émotif. C'est le char pour moi, ça. Fait que on l'a acheté, puis on a commencé de même. Il a pas fait long feu. J'ai fait 2-3 rallycross avec, puis après ça, j'ai fait un tonneau, puis il a fallu que j'en rajoute un autre.
J'ai acheté, je pense, les 2 Audi coupés de Quattro de rallye qu'il y avait au Québec. Je les ai achetés. Je les ai achetés. Je les ai achetés. Tu les as éliminés. Il en reste un, il est dans le shop, il est batté un peu, mais lui j'ai tiré à la plug parce qu'il a fait du rallye pendant 20 ans, ce char-là. Fait que des verbes, des pas mûrs. Question niaiseuse, là, mais t'es un gars d'euro. Ouais. Pourquoi pas avoir fait comme tout le monde, puis avoir un budget intelligent, puis commencer avec un Rabbit ou un Golf, puis 2 roues motrices? Ça, je l'ai su, puis je l'ai comme vécu par après. Genre, aujourd'hui... Par après. Ouais, aujourd'hui, je referais ça. C'est certain que je commencerai en 2 roues motrices. Puis même, aujourd'hui, tu me dirais, retourne en rallye de performance, si je veux un 2 roues. Pourquoi? Explique-nous, pour moi, néophyte, là. Pouvoir donner 120-130% de potentiel à un 2 roues motrices, c'est souvent plus impressionnant qu'un 4 roues motrices qui a trop d'HP puis t'es pas capable de conduire. Puis c'est quoi? C'est propulsion ou le 2 roues motrices, ouais, c'est un traction. Traction. Ouais, un traction. Ben, les deux sont possibles, mais tandis que dans une saison de rallye, tu as des rallyes l'été, l'hiver, souvent une propulsion, l'hiver, c'est zéro compétitif. Ouais. Fait que considérant que c'est 4 saisons, tu es toujours mieux avec un véhicule roue motrice avant au lieu d'arrière. Ouais. Même si arrière, c'est plus spectaculaire dans les rallyes d'été. Là. Parce que, tu sais, on va se le dire, bon, j'étais jeune, même encore aujourd'hui, je rentre dans une sortie d'autoroute, il n'y a pas personne. On va se le dire, là. On fait glisser un peu, tu sais. On le fait encore, là. Carl n'aime pas ça. Fait que j'ai... Regarde. Il te comprend pas dans ton trip. Non, moi, je suis réhabilité. Je comprends pas ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu des tractions. Puis j'ai tout le temps... Je suis bon en 4 pattes parce que j'ai eu plein d'Audi. Mais le véhicule traction, je l'ai vraiment exploité beaucoup. Puis aujourd'hui, je retournerai en traction. Je triperais autant qu'en 4 pattes. Là. Ça, c'est sûr. Puis le budget, c'est tellement moins cher. Pareil, là. C'est ça. Tu sais, t'as pas de différentiel en arrière, t'as pas de cardan, t'as pas de drive shaft, t'as pas de turbo. Tu sais, t'enlèves plein d'affaires sur le char qui briseront pas. Là. Toi, t'animes des podcasts, puis t'acceptes que les invités disent « Je compterai pas ça ». C'est ça? Ouais. Parce que tu viens de dire ça, puis ça va l'air de concerner Carl. Ça se dit pas? Ben... Hey, mais moi, non, pas dans le trou, toi. Moi, quelqu'un qui me dit « Je dirais pas ça », là, c'est comme « Oh boy, t'en as déjà trop dit, on va aller jusqu'au bout de l'idée. » Mais non, mais tu sais, on s'est tous pratiqué beaucoup dans le chemin, là. Tu sais, veux pas, là. Tu sais, sécuritairement, je vais pas me pratiquer dans le trafic sur la 20, mais tu sais, étant jeune, que ce soit un chemin de gravel ou des entrées d'autoroute, ou le parc industriel de ton coin, qu'on connaît par cœur, quand ça fait 500 fois que tu fais le tour, mais c'est ça, mais c'est ça. J'ai traction, 4 pattes. Mais aujourd'hui, je retournerai en traction. Je serais super content. Tu penses qu'il a dit la réponse? Non. Moi, j'ai trouvé c'est une réponse politicien, ça. C'est un politicien un peu, mais regarde. C'est parce que quand tu lui lances la perche et il veut vraiment pas y aller, ça serait comme une agression. Fait que je vais le laisser vivre son refus, je pense. Patrick, on appelle ça un vrai ami. Celui qui a plein de dirt sur toi puis qui le sort pas, ça, c'est un chum. Donc, merci, David. Je t'adore. Je vais utiliser la psychologie inversée. Carl, c'est ton podcast qu'on fait ici aujourd'hui. De quoi tu penses qu'il veut parler de toi? Il veut pas parler de moi, il faut parler de lui. C'est notre invité. Non, c'était plus... Faut être généreux, Richard. Quand j'ai dit ça tantôt, on sait tous que c'est sûr que Carl, que ça soit à matin ou v'là 5 ans, c'est sûr que dans une sortie d'autoroute, à un moment donné, l'hiver, il y a eu un peu de neige, il y avait un char qui était 4 pattes. T'sais, on va se le dire, toute personne qui est pilote, quand même qu'il faut vouloir dire qu'il le fait pas, ça serait mentir. Non, regarde, il y a 4 pouces de neige en sortie d'autoroute, il n'y a pas un shot et 4 pattes. Tu enlèves l'antipatinage, tu rentres sur l'autoroute, t'es tranquille, mais tu as eu ton spot de fun, là, tu comprends? Il y a la vision populaire que tu es quasiment criminel au volant, j'en conviens. Mais tu n'es pas obligé pour avoir du fun nécessairement de rouler 160 dans une zone de 100. Exactement. Justement, ça qui est le fun quand ça glisse un peu, puis tu t'es habitué à le faire en zone sécuritaire. S'il arrive une urgence à gérer, t'es pas dans l'inconnu, tu sais. Monsieur, madame, tout le monde, on a reçu un autre invité à l'émission précédente qui a une école de conduite en milieu hivernal. Ça, je pense que ça, tu t'es pour ça, puis on pourra en parler. On donne des cours de conduite à des jeunes, mais on le dit pas, puis on le montre pas. Quand tu perds le contrôle de ton char, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font? Ils crissent les breaks, ils crissent les roues droites, puis ils regardent en avant, puis ils font C'est ça qu'ils font. Au pire, ils voient un virage, ils sont debout ses freins, puis ils tournent le volant jusqu'à la butée complète. C'est ça. Puis ils se demandent pourquoi ça tourne pas, mais on le montre pas. Tu sais, il est arrivé
plein d'incidents. Tu sais, mettons, je suis monté à Tremblant l'année passée pour faire du vlogging avec Mad Max. Il coursait là-bas. Puis en montant, ça a 15, je pense, en montant, tout le temps du bout qu'il y a des trafics. Là. Puis à un moment donné, le trafic a arrêté carrément. Puis j'étais avec mon Golf, avec mon petit Golf 1.8. Puis il a arrêté subitement. Là, je suivais le trafic. J'ai barré roue, puis ça tournait pas. Là. Ouais. Puis à 10 pieds du char, il n'y avait plus de cône à gauche parce qu'il y avait des cônes dedans. J'ai lâché le gaz, les roues étaient tournées, ça a mordu, j'ai tourné. Mais ça, c'est un réflexe de pilote. Mm-hmm. Ouais. C'est un réflexe de pilote. Quelqu'un qui n'a pas ce réflexe-là, quand j'ai rentré à gauche, là, les trois autres chars ont rentré dans le char. Ouais. Toi, tu t'en es sorti. Moi, je m'en ai sorti. Fait que je pense que ça serait bon d'avoir une base, une mini-base de « Hey, il y a quelque chose qui se passe, des cours de conduite avec de l'asphalte avec de l'eau, puis bon, qui font des petits... » Ça serait pas mauvais. Moi, mes kids, maintenant, sont adultes, mais je les ai amenés quand était le temps d'apprendre à conduire, évidemment, qui prenaient leur cours de conduite. Quand il y avait de la petite neige, cours du Costco, dimanche soir. Exact, ouais. Puis là, je disais, OK, là, on va déraper. On enlevait le dérapage, puis je dis, tu peux pas te planter, là. Il n'y a pas rien alentour, là. Il y a pas de... Puis je les faisais faire des dérapages pour savoir c'était quoi. Tu me dis ça, puis à l'école, quand j'étais à l'école, moi, j'ai un esti TDA, puis j'aimais pas l'école, j'allais là pour voir mes chums. Puis je passais tout le temps mes années bien flush, puis mon père, quand j'ai eu 13 ans, je pense 13-14 ans, mon cadeau, si je passais à Noël ou de quoi de même, ou mes examens de Noël, une marque de même, on allait au parking d'Exposité avec le Suburban 86 à quel 350 dedans. Puis c'était ça à glace. Il faisait un tour, il me montrait comment, puis après ça, il switchait, puis là, c'était à moi. Puis c'est pas mal là que je te dirais que ça comme mon père il a fait du stock car dans les années 70-80, fait que tu sais ça. D'où le 13-14 ans parce que sinon un père qui n'a pas fait de stock car, il attend 16-17 pour ouais, ses c'est enfants. Ça. Fait que moi mais tu dis que tu t'as fait pratiquer tes enfants, mais mon père il a fait pareil là, ça à glace puis c'était ça puis dans une route de campagne bien droite, je disais quand on part, tu crisses le gaz dans le fond. Puis tu breaks pas tant que je te le dis pas. Quand je te dis, puis tu tiens, tu regardes en avant, tu t'en vas en ligne droite. Là. Tiens-les pour qu'il y ait en ligne droite. Puis quand je te le dis, break, tu sautes ces breaks, mais littéralement. En regardant en avant, comme ça, tu vas savoir exactement de 0 à maximum puissance, qu'est-ce que le char il fait. Tu vas savoir combien ça va vite, combien ça arrête. Fait que tu connais ton char d'un bout à l'autre à ce moment-là. Puis, ça ne les a pas empêchés d'avoir des accrochages. Mais j'imagine. Ça me rappelle, un de mes chums, c'est au cégep, on rentre au cégep, puis moi, c'était en 2005. Fait que tu avais les STI qui venaient d'arriver au Canada en 2004, genre lumière carrée, Subaru, ouais, 300 HP, 300 livres de torque à bâton, différentiel, tu joues après ça, tu sais. Puis on sortait peut-être des comptes, nous autres, puis on amenait ça dans les cours de centre d'achat pour se pratiquer pour vrai. Puis chez nous, c'était toléré, tu sais, puis... Non, c'était pas genre, enfin... C'était moins pire dans ces années-là. Ouais, puis on faisait pas un show de cut-off non plus, puis les polices ils passaient, puis ils étaient comme genre, amusez-vous les gars, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de stress, tout le monde le savait. On est en pleine ville, la ville mesure 6 km, tu sais. C'était un peu, bon, en tout cas, bref. Puis jusqu'au jour où mon chum débarque avec son STI flambant neuf, puis qu'on avait omis de penser à, dans les stationnements handicapés, il y avait des cutters. Juste des cutters pour pas, quand il accote les roues, là. Fait que c'était enneigé, puis il savait pas. Ben cassé. Ça mord en crise. Pac! De côté, mon homme. Le char flambe en nœud. En tout cas, c'était des... Non, il pleurait, genre, c'est une joke ou quoi, là? Tu vas là pour faire de la glisse, pour penser à ces petits bouts, c'est pas grand-chose, là. Mais quand t'arrives à, je sais pas, moi, 50, 60, 70 de côté... un compteur de même, t'as pas besoin d'arriver vite, ça cogne. Là. Non, ça cogne. C'est bon, ça, pour les mécaniciens, pour qu'ils puissent réparer tout ça après. L'hiver, on en répare des bras de suspension. Tu le vends, tu marques un seul propriétaire. Bon millage. Revenons au rallye. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé du rallye? Le rallye, c'est spécial parce que le rallye, si le monde ne le savent pas, là, on a un copilote en dedans. Là, on fait des reconnaissances la journée d'avant, puis c'est des grosses journées. On diagnostique tout le terrain, puis on dit à notre copilote c'est quoi qu'on voit. Mais dans le langage du rallye, en descente 100 mètres, droite 2, overcrest, don't cut, blablabla. Puis on fait un deuxième passage, après ça, c'est lui qui te dit ce que tu lui as dit, puis là, on corrige. Ah ouais. Fait que c'est des grosses journées, c'est le mental, c'est vraiment... Puis ce qui est spécial, c'est que quand tu commences à faire du rallye, il y a quelqu'un qui te parle dans les oreilles, puis il faut que tu l'écoutes.
Il faut que ça fasse... Puis ça, développer ça, je n'ai pas fait assez longtemps pour que je fasse 100% de ce que le copilote me dise. OK. Ouais, c'est long. Ça, c'est spécial. Puis pour les néophytes, il y a des gens qui pensent que le rallye, c'est tu vas voir des indices, puis à la Maison Rouge, il y a une petite clôture. C'est pas ça. Le rallye professionnel automobile, tu as des sections de transport où est-ce que tu te rends au début d'une étape chronométrée, puis tu as une étape chronométrée où le chemin est fermé, puis ça peut être 1 km jusqu'à 20-30 km. Là, c'est la pédale au fond. Puis contrairement à une piste de course, tu n'as pas de pile de pneus, tu n'as pas de bottes de foin, tu n'as pas de... Ce qui est trippant, c'est que quand tu commandes un stage comme Bataram, mettons, à Charlevoix, qui a 35 km de long, puis là, tu commandes sur le stage, puis man, là, tu te dis dans ta tête, big, le chemin, il est à moi au complet. Je peux crisser ça au fond, puis j'ai le droit. Ça, c'est le fun. Ça, c'est fun. Mais dans un pitch comme ça de 35 km dont tu parles, il y en a-tu qui partent tout de suite après toi? Puis que, c'est aux 2 minutes à peu près. C'est aux 2 minutes. Fait que 1 minute, 2 minutes. 2 minutes de... des fois, t'en rattrapes, des fois, tu te fais rattraper, ça dépend. Moi, souvent, j'en rattraperais plus que d'autres choses parce que mon seed était loin, puis je rattrapais. Puis, ben là, quand tu fais un flat, tu te fais rattraper, blablabla. Mais si un char qui se plante, ça se peut qu'il soit dans ton décor quand toi, tu arrives à pleine vitesse. Oui, la job du copilote, quand le char stall ou un accident, c'est de décoller du char au plus vite, de sortir son triangle puis son OK ou peu importe. D'aller plus loin le possible. Puis de dire, OK, ou bien il y a un accident, ou bien on est OK, puis c'est correct. Là, dans ton cahier de route, il y a une feuille où est-ce que tu as un OK. Fait que le copilote le montre là, comme une pancarte aux autres autos. Parce que si tu arrives sur le lieu d'un accident en rallye, puis que tu ne vois pas personne qui est sorti de l'auto, là, c'est toi le premier répondant. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'en roulant 220, en jumpant dans les airs d'un croche, faut que tu checkes si sur le bord du bois, il y a quelqu'un qui a une pancarte. Faut pas que tu penses à ça. Faut pas que tu penses à ça. Quand ça arrive, ça arrive. C'est rare, mais quand ça arrive, faut que tu slack, tu n'as pas le choix. Puis là, si tu vois un OK, ben t'en colles ça au fond après, puis t'en repars. C'était quoi ta pire bad luck en rallye? Pire bad luck? En rallycross, j'ai fait un tonneau en 2007. Ta Audi? Ouais, avec mon Audi coupé, mon premier char de rallye. J'ai fait un tonneau, puis j'étais en première vitesse. J'ai fait un appel contre appel, puis j'ai pogné là-bas. J'ai trop coupé en dedans, puis j'ai fait un tonneau bien relax, mais ça a battu le char. La deuxième accident, j'ai pas eu de gros accidents. Je suis rentré dans un fossette en 2008, en baie des Chaleurs. Je coursais avec Ken Block, 2008-2009. Aïe, aïe. Ouais, ça, c'est quand même... c'est un statement en soi. Non, ouais, je coursais avec Ken Block, OK? C'est dans la même classe que lui, puis tu sais, je veux dire, j'avais quoi? En 2008, j'avais 22 ans. Fait que j'ai soupé avec au restaurant, il était à côté de nous autres, bien chill. Fait que c'est quand même fun de dire que je vais avoir coursé avec ce gars-là. Dave Mira aussi en 2009 à Charlevoix. Ouais, c'est une légende vivante. Et puis, Ken Block, c'est lui, Carl, dont tu m'avais montré des vidéos de publicité, les Gymkhana, je pense. Gymkhana, c'est incroyable. C'est l'icône... L'icône du capoté de l'Amérique. Là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'était 2 gars qui sont pas vieux, puis les 2 sont décédés. Oui, exact. Puis Dave Mira, son Subaru, c'est un de mes amis qui l'a. C'est vrai? Son Subaru de rallye, il est en train de le refaire de A à Z. Et d'ailleurs, non, je pense pas qu'il va jamais le vendre, mais lui, il est impliqué avec l'équipe Subaru. Puis c'est un ingénieur de course qu'on devrait recevoir cette année aussi. Fait qu'il nous contera l'histoire en détail. Mais des grosses plantes... Vraiment sauvage, pas vraiment. Plus avec mon char de rue que je te dirais qu'avec mon... Raconte! Ce qui est racontable. Arrête il faut qu'il y ait en ligne. Non, mais non, ça c'est correct. Tempête de neige, j'avais mon Audi coupé Quattro de rue. J'en ai eu 13 en passant. 13 j'ai eu à peu près... Ouais, j'ai eu 1% de toutes les coupées Quattro de l'Amérique dans ma cour. Il y en a eu 1300 emportés. Ben, il y a une légende qui dit que ça en prend au moins 20 pour qu'il puisse continuer à rouler et d'avoir un bon. Ben, tu sais, la durée de vie d'un nous autres, on faisait du rallye puis ça prenait des pièces de spur. Fait que tout ce qui passait, ce que j'ai dit, je les achetais toutes big. J'avais de la cour, était pleine, ça n'avait même pas de bon sens. C'était maladif. Là. Puis à un moment donné, j'ai fait un ménage. Là, on fait le ménage puis on sort ça. Mais ce soir-là, tempête de neige. Il y avait 4 pouces de neige. Puis j'ai guessé une curve. Je me suis dit, il n'y aura pas personne. Parce que c'était une tempête de neige. Puis j'étais ça à drift. Puis je me suis fait rentrer dedans. Puis encore là, réflexe de pilote. Quand je l'ai vu,
J'étais sur la drift comme genre de même. J'ai pas lâché le gaz. En ayant lâché le gaz, j'aurais ralenti puis il m'aurait rentré dans la porte. Parce que lui, il m'a rentré dans le quarter en arrière puis il a coupé le char au 45 en arrière complètement. Puis là, ça a fait... Ça a été le pire accident que j'ai eu. Quand même. Ouais. Des séquelles physiques ou non? Non. Juste psychologique. Ouais, un petit peu mental. Ah, side-by-side, ça, c'était pas pire et tout. En side-by-side? C'est vrai, ça? Ouais, ça. Mon premier side-by-side. Un side-by-side, ça a 22 pouces de travel de suspension. OK? Puis quand j'ai eu mon premier side-by-side, je le drivais comme un char de rallye. Puis un char de rallye, la suspension est un petit peu plus stiff. Fait que je faisais du appel contre appel. Puis tu sais, j'étais pas encore... C'est verseux, un esti de side-by-side. Fait que... Puis ça pique du nez quand tu pognes des jumps. Si tu pognes un vallon, là, ta suspension d'en arrière va te rekicker par en avant. Puis ben là, c'est ça, c'était une place où il y avait des jumps. Puis qui crissait ça au fond. Puis non, ça n'a pas réagi comme c'était supposé. J'avais ma GoPro, man, il est filmé tout. Là. Je l'ai décalissé. J'ai décalissé side-by-side. Puis ça avait cogné pas pire. Ouais, ça c'est avait... encore psychologique? Non, correct. Pas physique non plus? Mais ça avait cogné pas pire. Mais avec la cage, j'imagine que c'est plus Ah, tough, mais j'avais une ceinture 4 points. C'est ça. J'étais correct. Là. C'est pour ça que moi, tu sais, tu me donnerais une moto, un skidoo. Moi, une moto, un skidoo, c'est un gros nom. À cause de... Il n'y a rien autour de moi, oublie ça. OK. Ça me prend un char ou un Cage de side-by-side. protection. Ça me prend ça parce que je trouve ça ben trop dangereux. Là, pour... Tu sais, un skidoo, ça peut rouler 250, une moto et tout. T'as rien autour de toi, et moi, je trouve pas ça. Pas pour moi. Puis Là, Richard, la différence entre un pilote puis en parenthèse, un civil, c'est que des bêches de même, on débarque, on calcule comment ça va nous coûter. On regarde si nos chums ont vu l'accident, puis on se fait des high-five en disant méchante débarque. Mais tu te couches le soir, si t'as pas de commotion, Ah, tu sais, t'as pas, à part que ça va te coûter cher, il n'y a rien Quand là. la GoPro a décollé ça, puis t'entends mon chum arriver, il sort du side-by-side, puis c'était une calice de bêche, là, la roue, elle arrachait, elle a pas payé 40 pieds dans les airs, elle était à 300 pieds du bike. Là. Puis mon chum, tu l'entends arriver, il dit, t'es-tu correct? Puis moi, je dis, ouais. Ça finit là. Je débarque du side-by-side, on filme ça. Crise de cascade, des assurances big. Merci, bonsoir. J'avais rien qu'à pas faire ce que j'ai fait, puis c'est tout. Course, rallye, peu importe, c'est-tu terminé, ça? Il n'y en a plus ou c'est stand-by. C'est stand-by parce que c'est sûr que j'aurais eu l'argent dans le temps puis que j'aurais pu continuer, je l'aurais fait. Là, bientôt, avec ça, je pense que je vais pouvoir me permettre de me faire un char de rallye puis de retourner m'amuser. Je ne vais pas là pour gagner. Moi, je veux m'amuser. Comme j'ai expliqué tantôt, tu as 30 km en avant de toi, tu peux faire ce que tu veux. Juste ça, moi. Je vais là pour avoir du fun. Puis le trip de tenir ça au fond dans le chemin de rallye, il n'y a rien qui... si vous êtes juste en audio et vous nous écoutez, quand il a dit ça, il montrait une canette, on va y revenir. Ouais, on va revenir plus tard. Dans les prochaines secondes. Ouais. Parce que là, on va faire le segment T'aimes la mécanique, présenté par Sogu, la société de gestion des huiles usagées, qui gère le programme de récupération des produits d'entretien mécanique, huile, antigel, contenant vide, filtre à l'huile. C'est important de trouver un point de dépôt, évidemment, pour... Veolia. Comment? Veolia, il s'occupe de ça. C'est toi, ça. Ben, c'est tout, Ouais. c'est un garage. Là. Ouais. C'est ça, fait que... Mais Plateau tu pourrais Motorsport. sûrement être dépositaire, Sogu, toi, avec. Parce que c'est des garages de monsieur, madame, tout le monde dans les régions. Parce que souvent, Exact. ceux qui ont des cannes d'huile usées ou bien peu importe, du solvant, Veolia, c'est pour du volume. Là. c'est Ouais, ça. toi, c'est ça. Exact. C'est ça. Mais Mais pour pour, monsieur, madame, tout le monde, là, à part aller à l'éco-centre qui est s'il est ouvert à 1000 km de chez vous, dans chaque ville, il y a des garages. Avec 4 km de file d'attente. Qui sont mandataires, Sogu. Je sais pas si je le dis bien, mais tu peux aller porter tes huiles-là. tu sais. C'est des points de dépôt, Des points de dépôt. littéralement. Des commerçants qui sont conscientisés, qui disent ah, c'est bon, moi ça. Là. Puis je vais redonner ça, puis il n'y a pas de trouble. tu sais. Puis, Moi, je l'ai fait, puis c'est vraiment simple en passant. là. Ouais, vous allez sur soghu.com, donc sogu.com, puis vous tapez votre code postal, puis vous avez Donne le la point map de à point. côté, vous pouvez aller porter ça. La thématique, je trouve ça cool, c'est t'aimes la mécanique, super, mais fais ça propre. Fait que je trouve ça cool. Toi, la mécanique, là, t'es tombé dedans. Là. On a parlé de rallye. C'est ça. Là, j'ai fini de faire du rallye en 2011. Puis j'ai continué à travailler par-ci par-là. J'ai travaillé avec mon père là, pendant un bout. Puis en 2015, j'ai regardé mon père. J'ai dit, je suis collé sur un lift en avant de ta porte dans le garage. Puis je commence à faire de la mécanique. Demain. OK. Puis j'ai commencé à faire de la mécanique spécialiste euro. Je faisais juste du Vaux Audi.
Puis là, ça a été le début d'une grosse histoire. J'ai commencé à faire ça, puis tu sais, j'avais déjà une bonne base parce que j'avais fabriqué 2 chars de rallye en 2007, 8, 9, 10, 11, 12, tu sais. Fait qu'en 2015, quand j'ai commencé à faire de la mécanique, je savais déjà où je m'en allais, là, tu sais. Fait que fait une page Facebook, Plateau Motorsport, commence à faire des vidéos explicatives sur les problèmes que les chars Euro ont, puis tout. Puis ça l'a pris beaucoup d'ampleur parce que j'ai maintenu une visibilité constante depuis tout ce temps-là, tout le temps, à feeder mon Facebook. Ouais. Puis au fil des années, écoute, on est rendu à 54 000 abonnés, quasiment 55 000 juste sur Facebook. Là, toute plateforme confondue, on a quasiment 85 000 abonnés. Ouais, puis toi, ce que j'imagine, ce qui est cool pour toi puis pour ton rayonnement, c'est que ça doit être des gens qui sont captifs. C'est des gens qui ont de l'intérêt pour... C'est des passionnés. J'ai un crowd qui est passionné, qui est actif puis qui est... Engagé. Et tu sais, mon 54 000 abonnés, il vaut peut-être bien 300 000 abonnés. C'est tellement qu'il y a de la réaction, le monde tripe, ils ont hâte que je fasse un live ou un podcast ou ces affaires-là. J'ai mon crowd, il est très, très niché, mais cette niche-là n'est pas à négliger, vraiment grosse. En même temps, tu couvres de quoi qui n'existe pas. Ouais. Qui est propre à toi. C'est ça qui... Tout le monde du monde de l'automobile te connaît. Personne n'a vraiment fait ça avant. En tout cas, non, ouais. Ben, je vais dire, à l'est du Québec, c'est clair. Bon, je te dirais qu'en 2016, à quantité de live que je faisais, je pense que j'ai pas mal été un des premiers à faire ça. Puis même aujourd'hui, oui, il y en a quelques-uns qui le font. Ben, tu sais, je pense que j'ai mon style. Tu as ton style. Tu sais, je dis les vraies affaires. Aussi, c'est ça. Puis je l'explique pour qu'un singe puisse comprendre qu'est-ce que je dis. Puis le monde comprenne. Le monde comprenne. Fait que... Pas beaucoup de filtres aussi. Ah, non! Je suis... mais c'est ce qu'il y a... C'est le personnage. Ouais. Fait que j'ai tout le temps... Tu sais, tu regardes mes vidéos en 2016, puis tu regardes mes vidéos aujourd'hui, ils sont pareils. Je suis pareil au téléphone. J'ai pas changé. J'ai tout le temps gardé cette recette-là, puis aujourd'hui, ben... Tu te souviens de tes premières capsules que tu as faites? Des capsules... ouais, un peu, ouais. J'étais plus petit un peu. J'avais pas de ça ici, puis j'étais pas mal plus chico. Puis, tu te souviens-tu de tes meilleures réponses de capsules? Qu'est-ce qui fait que une capsule marche mieux qu'une autre, mettons? Une capsule va marcher mieux qu'un autre. Mettons mes lives quand j'explique des affaires. Ouais. Si vraiment c'est un hostie de fuck-up, mais ça, quelque chose de brisé, là, mal sale, puis le monde va sûrement les Vaux, c'est de la merde, puis là, ça part, tu sais. Mais c'est parce que je suis spécialiste Vaux, ça que je vais faire des vidéos rien que sur des Vaux, tu sais. Je veux dire, si un autre garage qui est spécialiste Subaru fait rien que des vidéos sur Subaru, ben tu vas dire que Subaru, c'est de la merde, tu sais, c'est le même partout. Mais écoute, des moteurs brisés, des rods défoncés, le bloc, il y en a eu des vidéos, là. Il y en a eu des vidéos des moteurs brisés, ben, des grosses affaires brisées qui n'ont pas de bon sens ou des chars on montrait que l'entretien n'avait pas été fait, mais que le char était tout décollé. Le monde en avait... J'en ai fait des vidéos de 600-700 000 vues. Là. Quand même. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Puis, mais ça, on parle quand même juste dans un marché francophone. Là. Ah, direct. On n'est pas US non. en anglais. Là. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup d'autres... Ben, j'aime pas ça dire le mot influenceur, là, parce que moi, je suis l'influenceur, mettons, de la mécanique euro, puis on pourrait dire ça, qui vont faire des vidéos qui vont faire des 2-3 millions de vues là, au Québec. Là. Il y en a qui font ça. Mais moi, il est explicatif, mon vidéo. Puis, oui, je mets un peu d'humour là-dedans, mais il est beaucoup instructif et implicatif. Fait que d'avoir ce nombre de vues-là pour quelque chose que quelqu'un explique quelque chose, man, c'est beaucoup. Là. Qui nécessite une attention. Ouais, c'est ça. C'est parce que le monde se reconnaît là-dedans. Ils savent que si on négligé l'entretien de changer l'huile sur une DSG, il va arriver ci, ça. Mais le monde il achète des chars. Là. Il achète un Golfer, il le roule, il le trouve trippant. Là. Mais il y a 9 clients sur 10 qui n'ont aucune idée comment ils l'entretiennent. Combien de personnes ou de garages ou des propriétaires ou du monde qui travaillent dans des garages qui m'ont écrit ou qui m'appelaient pour me dire « Hey, merci pour tes vidéos, j'ai réglé un fuck-up. » moi, j'ai des... Il y a été des années, là, c'est plus tranquille, là, mais il y a été des années, moi, c'est des garages qui m'appelaient tous les jours pour régler des fuck-up au téléphone. Tellement qu'à un moment donné, je chargeais genre 29,95 pour me parler parce que je pouvais pas travailler. Non, pour vrai. C'est plus cher que Jojo Savard, je triais ceux qui voulaient une réponse gratos ou ceux-là qui voulaient vraiment régler un problème. Là,
Puis 80% du temps, je réglais le téléphone au téléphone. Moi, je les connais, c'est tout le temps la même affaire. Là, tu sais. Toi, c'est vraiment tes skills de mécano Vaux sont vraiment partis du fait que tu as construit à partir Mon de tes père Audi. conduisait il a tout le temps eu des Volkswagen dans le temps. Il y a eu un Golf là, MK2 diesel, il y a eu un Jetta diesel MK2, puis son dernier, c'était un Jetta MK3 diesel. Jetta, je l'ai... Jetta, il a coûté un plancher. Je faisais trop de garnottes avec ce char-là. Ça avait pas de bon sens. Ah ouais, fait que la protection d'undercoating est un peu râpée. Pas de bon sens. Fait que, tu sais, j'ai appris à chauffer avec un Vaux. Fait que c'était comme familial un peu. Puis je suis resté avec ça. Puis, tu sais, ma clientèle, aujourd'hui, j'ai 99% Vaux Audi. J'ai peut-être 1-2 Mercedes, 1-2 BM, puis 1-2 Porsche dans l'année. Quand on parle d'entretien automobile, c'est drôle parce qu'on fait souvent des chroniques, on parle de conduite, on parle de toutes sortes de trucs, mais l'entretien préventif, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une gamique, puis c'est juste pour te faire dépenser de l'argent, mais toi qui connais le produit, le lien de cause à effet, c'est quoi? Puis c'est quoi les pires exemples de manque d'entretien que tu as vus? Ah, man. Next level, c'est fou. Je vends des plans d'entretien qui coûtent 3-4 000 des fois. Puis c'est pas parce que la pièce où il y a quelque chose de batté, de fini, là, on prévient. Puis ça coûte 3-4 000. Il n'y a rien de brisé. Là. Puis c'est ça qu'on fait beaucoup chez nous. Ouais. La paix, j'axe beaucoup sur l'entretien préventif parce que je sais... Un client va chez vous, il achète une garantie sur son char, dans le fond? Non. Dans le fond, il vient... Mettons un SQ5 2016, un 3 litres supercharge, j'arrive chez nous, il y a 180 000 kilos, telle affaire n'a jamais été faite. T'arrives dans le millage, mon homme, où si tu fais pas ça là, tu vas venir m'avoir à toutes les 2 semaines après. Fait qu'on fait des plans d'entretien pour chaque char, c'est tout le temps les mêmes qu'on fait. Fait qu'on sait qu'est-ce qui batte dessus. Puis les pires affaires, Big, le carbone, on peut en parler, les chaînes pas checkées, les chaînes étirées au bout, vous le savez, vous avez vu mes vidéos. Là, on parle des chaînes de timing. Les chaînes de timing qui étirent parce que, bon, ils ont une malformation, sont mal faites, là, tu sais. Ils étirent plus facilement que d'autres, puis écoute, j'en ai vu. Un des pires que j'ai vu, c'est... la chaîne avait tellement étiré. La chaîne, puis je sais pas pourquoi que le char virait. Là. La chaîne en passe, c'est dur à expliquer en vidéo comme ça. Là. Elle était tellement slack qu'elle allait frotter sur le bloc, puis elle avait grindé le bloc de tout ça. Puis la chaîne n'avait pas... pareil comme une chaîne de chainsaw dans le bloc. Là. Tout ça, j'en revenais pas, puis le char virait encore. Elle avait sauté des coches, puis il y avait un guide qui manquait ou qui était bien slack, puis la chaîne, elle faisait ça de même. Puis elle avait été capable de grinder un bloc d'acier puis d'aluminium, ça d'épais. Puis là, tu sais, quand je fais quelque chose de même, je le sais que je vais faire une vidéo puis ça va pogner. Ouais. Tu sais, c'est inévitable. Puis quand je fais mes titres de vidéo, ça, c'est des trucs pour ceux qui veulent faire du contenu, je dis jamais c'est quoi. Viens voir. C'est incitatif. Tu fais un titre qui est tabarouette, j'ai jamais vu ça. Puis là, si c'est Pépito qui dit hey, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir, tu comprends? Fait que c'est le même que j'attire du monde à regarder mes vidéos, puis tout le temps un petit peu cocky, puis il n'a pas dit c'était quoi, c'est quoi ça? Fait que... Au niveau business, t'es rendu avec combien d'employés dans ton garage? J'ai pas une grosse business. Je pourrais en avoir. J'ai un gars de bureau, j'ai un mécano et demi, 2, je vais en avoir 2 dans bientôt. C'est qui le ennemi? Le ennemi, c'est un boss qui vient m'aider une fois de temps en temps quand j'ai de la misère et je manque. Le ennemi, ça peut être moi et tout, mais je range plus. Là, ça fait longtemps que je range plus avec... on va en parler tantôt, là, mais il faut que je m'occupe de ça un peu plus. Là. Mais non, ça veut dire... c'est ce que... Moi, je fais pas de changement d'huile puis de break. À la limite, je fais des moteurs, des transitions, des gros entretiens. Fait que c'est comme un... T'as pas 8 clients par jour nécessairement. Non, les chars, ils restent... Du monde qui reste dans ma salle d'attente, là, j'ai peut-être 10% du monde. Fais-tu des vieux West pis ça, ou tu touches pas à ça? Non, en bas de 2008-2010, je touche pas à ça. OK. Ouais. Pourquoi?
Tu choisis tes combats. Tu choisis tes combats. À un moment donné, tu le sais que ces moteurs-là, ces années-là, ça va être de la crise de merde. Puis le monde qui ont ces chars-là, souvent, c'est un char de presque 15-18 ans. Il n'y aura pas beaucoup d'argent. Puis, bon. Fait que en bas de 2008, je me casse pas la tête. En bas de 2010, je me casse pas la tête, j'en fais pas. Puis, je choisis mes jobs. Là. On dirait que business-wise, toi, tu sais cibler à un moment donné, tu sais focaliser sur quelque chose. Tu te dis, OK, moi, ça tu peux pas te t'en dire oui. Au début, tu fais ça. Quand tu startes ta business, tu n'as pas le choix de dire oui puis de prendre tout. Il y a des fois mon côté émotif. Tu sais, comme l'année passée, l'été passé, on a fait un Golf R32. J'ai fait les chaînes, puis je voulais pas remettre les couverts de timing tout sales. Je les ai sandblastés, je les ai peinturés, je les ai pas chargés. Je voulais que ça soit beau. C'est un 3.2. Puis c'est moi qui l'ai fait. Fait que tu sais, ça va arriver une fois, deux fois dans l'année que je suis émotif, puis je vais dire au boss, on va le faire lui. Là. On peut pas le faire. Mais je te dirais 95% du temps, je vais être capable de dire non. Une des choses qui me fait le plus rire dans tes capsules, c'est quand tu traites tu as une voiture qui arrive, quelqu'un qui vient de l'acheter usagé, qui ne l'a pas fait inspecter parce qu'il voulait sauver 200$. Ouais. Et là, il arrive chez Plateau en disant on va faire un changement d'huile et David s'en va en dessous de l'auto. Parle-nous donc des expériences de tes clients qui ont acheté usagé sans inspection. Il y en a tellement, man. Il y en a, je sais pas, il y en a des centaines. Là. C'est fou. Là. J'ai inspecté des chars... et tout était batté. Puis, tu sais, je suis pas là pour. Je dis au client, je dis, viens-tu de l'acheter? Ça fait-tu un mois? Tu l'as acheté d'un garage. Moi, je suis là pour faire sauver du cash. J'ai pas besoin de l'argent du client. Là. Ma cour est pleine, moi. Fait que je dis au client, bon, tu l'as acheté d'un particulier? Il dit non, d'un garage. OK, cool. Ça fait-tu un mois? Elle dit non. OK, cool. Tu peux aller le retourner, t'as encore un mois. Ou tu peux aller le revoir avec l'estimé que je vais avoir, tu sais. Parce qu'on sort des estimés des fois. C'est 3, 4, 5, 6, 7 000 des fois, là. Parce que les bras de suspension sont battés, le carbone est batté, le deck c'est pas fait en arrière, les coil springs sont cassés. Tu sais, je veux dire, ça arrive des fois qu'on pogne un char que tout ça est batté. Le gars vient de l'acheter. Pour ça que je prône l'inspection avant achat d'un euro dans un garage euro. Exact. Pas dans un garage. Tu sais, l'enjeu, là, c'est qu'il y a comme... La consommation en Amérique du Nord est basée sur l'offre et la demande. Ouais. S'il y a quelque chose qui est affiché quand même relativement à bon prix, la demande va être élevée, puis le sentiment d'urgence va s'installer. Puis là, les consommateurs vont se garrocher sur un char qui apparaît comme étant un deal, puis le vendeur, qu'il soit commerçant ou pas, lui, il veut vendre. Il veut vendre. Ouais. Il va faire sentir à l'autre, en lui montrant des textos, des appels, des courriels, qu'il y a déjà 3 ou 4 autres clients pour le char. Quel acheteur va appeler chez vous pour avoir un rendez-vous? Toi, qui est un garage respecté, connu et compétent, pour avoir un rendez-vous, tu ne fais pas une place demain matin. Hein? Tu vas faire une place au pire dans 2, 3, 4 jours. Ce qui est rapide, mais qui n'est pas rapide pour l'acheteur. Non, exactement. Pour l'acheteur, lui, il veut là. Puis je sais, je suis de même. Quand tu veux quelque chose, non, je le veux là. Il ne veut pas manquer son deal. Ah, c'est ça. Mais son deal, il vient, tu sais, le bâton, il vient qu'une carotte. Mais souvent. Il y en a souvent là, il y en a qui sont venus. Il y en a un qui est venu à un moment donné avec son S4 B8, puis je l'ai inspecté. J'ai inspecté le cylindre numéro 6 parce qu'on sait qu'eux autres sont défects. J'ai rentré la caméra là-dedans, je l'ai checké, j'y ai dit « Non, prends pas ce char-là. Tu m'aimeras pas, tu vas venir me voir tout le temps, ça va te coûter un moteur. » Il a switché, il a acheté le modèle d'après. Fait qu'il y en a qui m'écoutent, il y en a qui m'écoutent pas, il y en a qui m'ont pas écouté, puis qui sont venus me voir, puis que j'ai réparé les moteurs. Mais je prône l'inspection avant achat d'1 euro. Il y a des modèles à acheter, il y a des modèles à pas acheter, puis il y a des modèles à inspecter plus qu'un autre. Mais peu importe le char, là. Je veux dire, il y a des composantes d'usure que tu peux pas voir à l'œil quand tu n'es pas mécanicien et tu n'as pas des compétences puis que tu n'es pas sur un lift. Exact. Peu importe le char que tu achètes, que ce soit euro ou pas, mais voyons, investis 100$ pour sauver des milliers éventuellement puis faire un achat qui a de l'allure. Puis si le vendeur te met de la pression puis refuse que tu le fasses inspecter, mais ça cache peut-être quelque chose. Tu sais. Il y a un adage qui dit quand ça sent mal, c'est peut-être pas ça de nez. Et là là. On a comme une zone de moi, je renchéris là-dessus. Je dis tout le temps, si c'est brun puis ça sent la marde, j'ai pas besoin d'y goûter pour le savoir. Moi, mais tu dis, de ton expertise, tu dis des modèles à acheter, des modèles à pas acheter dans l'euro particulièrement. Ouais. Nomme-en, mettons, 2, 3, d'un côté comme de l'autre.
Puis, Pat, tu pourras ranger ton expertise. Regarde, présentement, je roule un petit Golf. C'est mon char de rue, là, mon daily drive. Là, il est tout batté et ça, mais j'ai d'autres choses. Là, mais lui, c'est avec lui que je roule. Un petit Jetta 1.8 TSI 2015. Ouais. Je suis rendu à 230 000 kilos. Ça fait 100 000. C'est le char que j'ai fait le plus de millage avec de toute ma vie. Ah ouais. Crise de bon char. Crise de bon. Mais je l'entretiens. Ouais. Je veux dire, j'ai fait des changements d'huile, je fais des traitements BG, mes changements d'huile, mes affaires, mes injections. C'est des bons chars. Puis c'est 100 000 km battus. Huile, les bas de caisse, au fond, ça tire pas. Là, c'est à 170 forces. Tout le temps au fond. Tout le temps, j'ai jumpé avec ça. J'ai tout fait. J'ai tout fait avec ça. Puis j'ai drifté, j'ai tout fait. Si je fais un bearing de roue là, puis ça fait 100 000 kilos que je le... Que j'ai écrit sur un curve, que je l'accote. Fait que ça, c'est un char à acheter. C'est drôle, c'est pas la première recommandation qu'on fait. Pour un auto à petit budget, on pense jamais à ça parce qu'on a toujours peur des coûts d'entretien. Puis au bout de la ligne, selon ce que tu dis, ça brise pas tant ça si tu fais l'entretien bons chars, les Gen 3. Je veux dire, moi, je peux pas avoir un meilleur testeur que ça pour tester ces chars-là. Ça roule bien, là. Pour vrai, là. Ouais. Puis ça m'a pris 2 ans à l'apprivoiser avant de commencer à le brasser. Pourquoi? Ça me prend, je te dirais que ça me prend, parce qu'au début, je venais de l'acheter, fait que je voulais pas le décoller ça. Puis à m'amener quand la rouille a sorti puis qu'il est venu sale, j'ai fait, bon, on va le brasser un peu, là, voir, mais Chris, ça va pas. C'est ça que je disais tantôt. Ce qui lâche là-dessus, c'est pas les composantes mécaniques. Les chucks, ça fait 300 000 kilos. Comparé à d'autres, que tu vas toujours mettre des link kits, des amortisseurs là-dessus, les composantes dures régulières, pour moi qui en reprend souvent, je trouve que ça vieillit mieux. Puis ça va te donner une ride. Un char neuf versus un char neuf, les chroniqueurs automobiles vont en parler souvent, puis ils vont établir les différences de confort. Mais pour moi, là où tu sépares les hommes des petits gars, c'est quand ton char il a 150 000 kilos. Là, la différence qui était 10 est rendue 80 C'est un char qui vieillit pas mais prématurément, sauf des bas de caisse. Ça rouille, c'est terrible. Fait que faut que tu huiles, puis etc. Tout ça, mais c'est bien. Des chars à pas acheter, c'est, je veux dire... Un 3 litres supercharge là, de 2012 à 2017. Là. Ça, c'est à pas acheter. Quand j'ai des clients qui veulent acheter ça, je leur dis, tu veux absolument vraiment l'acheter, viens me voir, je vais l'inspecter avant, puis après ça, je vais te dire de l'acheter ou pas. Si je te dis de pas l'acheter, achète-le pas. Si tu l'achètes, that's your problem. Qu'est-ce qui fait que c'est oui ou c'est non? C'est juste l'entretien? C'est l'état du moteur. Modèle-là en particulier? Ouais, c'est l'état du moteur. Eux autres, ils ont de la misère avec les catalyseurs puis le back pressure, puis ça règle les cylindres. Si on met la caméra là-dedans, puis le cylindre est réglé, le cylindre numéro 6, ben on connaît l'état du moteur. C'est la vie du moteur. Toute la vie du moteur est dans ce cylindre-là. Fait qu'on le voit tout de suite. Fait que si on voit qu'il est rayé puis le gars veut continuer, ben ça va te coûter un moteur dans pas long. Vu que c'est un problème qui est dans la demande, c'est un peu comme les transmissions d'S4. Sérieusement, je sais pas. Là, puis ça coûte cher, man. C'est ça l'affaire. Les mécatroniques des DG là-dessus, c'est genre 4 500 $. La job, ça coûte 6 000. Puis là, ton clutch pack est peut-être pas fait, il va peut-être battre dans pas long. Parce que si le tien brise, le sien brise. Si le tien brise, le sien brise. Fait qu'éventuellement, le nombre de pièces usagées disponibles sur le marché d'après-vente devient petit. Il va en avoir moins. Fait que, mais la demande est croissante. Exactement. Fait que les prix sont juste ridicules. Fait que ça finit qu'à un moment donné, char vaut 12 000, tu mets une tranie à 6. Ah non, souvent, ça arrive très souvent qu'on met bien plus que la valeur du char en réparation, puis le monde... Mais ce qui arrive avec cette clientèle-là de Vaux Audi, c'est des passionnés. C'est un peu un défaut. Parce que tu l'aimes, ton char. Ouais, mais il y en a d'autres, Big, là. Il y en a d'autres, là. Va t'en acheter un autre. Moi, j'essaie tout le temps de faire arrêter le saignage au monde. Tu sais, arrête ça tout de suite. Puis il y en a... Je te dirais qu'il y en a plus qui n'écoutent pas qu'il y en a qui écoutent. Ouais, hein? Parce qu'ils sont tellement accrochés à leur char. C'est une relation amoureuse. Puis tu sais, j'y ai dit, il faut pas. Non, on le fait. Là, j'ai dit, t'es sûr? Non, on le fait. Ah, t'as l'avoir dit. Après ça, on a des canettes dans les mains, nous autres. Avant les canettes, là. Ouais. Podcast. Ouais. OK. Allons avec le podcast. Il y a une Donc, t'es passé de tes capsules, de tous tes lives Facebook. Ouais. Comment t'es arrivé au podcast? Comment je suis arrivé au podcast? Je voulais depuis un bout en faire. Parce que, bon, je connais Carl. Tu sais, je savais que
je connais beaucoup de monde dans le domaine, que ce soit du motorsport mécanique, qui sont connus, puis qui sont chums, qu'on ferait des vidéos ensemble, que ça pognerait. Fait que j'ai commencé ça. Là, j'ai moins le temps à ce temps-ci. Je suis moins cité parce que je travaille beaucoup là-dessus, mais j'ai commencé ça sur le fly. On s'est dit on s'est acheté 2 petites Canon. Même au début, je pense que j'en avais rien qu'une. 2 petites Canon, des petites Canon à 700$. Puis on s'est acheté des lumières de même sur Amazon. Puis on s'est mis une table en plastique. On a mis des bons micros. On a mis ces micros-là. Puis on a parti. Puis ça a donné que j'ai jamais préparé un podcast. Absolument jamais. Lui, quand il est arrivé, bon, on va parler de ça, on part, puis on s'assit. Puis Chris, il y a des bouts. Les podcasts, ça a duré 2-3 heures. Oui, hein? Ah ouais, 2-3 heures. Là. Tu fais-tu en Beauce? Ouais, dans le garage. Puis là, j'ai une nouvelle. Tant qu'à se rendre en Beauce en 40. Honnêtement, c'était le fun. Même mon fils a participé à son podcast quand même. Ouais, c'était cool. Puis là, je suis rendu que je fais un genre de... J'appelle ça un pod-vlog. Ouais. Je vais où ce que le gars est, que ce soit un garage, n'importe où, ou son pit de course, n'importe quoi. Je fais un vlogging avant, je présente la shop ou de quoi. Puis après ça, on s'assied chez eux, sur une table, puis on fait un podcast après. Okay. Là, j'ai changé de... Ça met l'accent sur l'entrepreneur ou la personnalité. Exactement. Et l'environnement. Oui, exact. Ouais. C'est ça. Puis j'aime ça. Ouais. Tu sais, je fais... Là, à ce temps, je peux mettre ma calotte, je peux mettre ma canette, puis bon, ça fait du placement de produit un peu, mais je fais ça parce que j'aime ça. Ça me coûte de l'argent. Je ne charge rien aux personnes pour faire un podcast avec moi. Là. Je m'en vais là, puis on a du fun, puis je fais ça parce que j'aime ça. C'est quoi le point commun de tes invités ou les gens que tu vas rencontrer? Domaine automobile. Peu importe, domaine en automobile. autant que ce soit autour d'automobile. Oui, domaine automobile, moteur, motorsport. C'est 33. Tu vas aller voir Pat à Ocaz? Pat chez Ocaz. Son Ocaz? La place à connaître. Ouais. C'est qui, Pat? C'est moi. Toi, t'as un garage, écoute. Ouais. OK. Ocaz. Magnifique garage. Ouais. Ben, c'est magnifique quand même. Reviens-nous. Ah non, c'est pas un garage ordinaire. Là. Ouais, on va lâcher à modestie. Là. Tu rentres chez Ocaz, là, t'es dans un univers. Là. C'est le décor vintage, toutes les petites pièces de collection, les lifts, les autos qui sont là. Tu te regardes un GT4 RS, un ci, un ça. Nice. C'est pas des chars qui traînent là, chez Roger Garage. Là. Good job. Un garage. Un petit garage. Moi, mon garage, il est propre. C'est pas j'ai pas de planche en époxy, j'ai tout à voulu. J'aurais voulu avoir des murs en tôle, j'ai pas ça. Chez mon père, c'est un vieux garage, mais j'ai un 2000 pieds carrés. J'ai une belle grosseur. Mais des beaux garages, c'est sûr que je rentre dans des beaux garages, je triple. C'est beau, j'ai dit au gars. Mais tu sais, moi, ce qui a fait ma signature, honnêtement, je suis pas en train de me. C'est d'avoir. J'ai jamais mis une scène de pub. Mm-hmm. Moi, j'ai ouvert ça en 2015. On a commencé à faire ça à temps plein en 2017. Moi, j'étais dans la fonction publique, j'étais agent correctionnel. Mon partner était pompier, nos 2 blondes étaient infirmières. On a tout calissé ça là. On a ouvert ça, puis on a appelé ça courtage automap. Puis à un moment donné, on était là. Justement, c'est drôle que tu parlais de ça, parce que les gens, ils achètent des chars, mais ils ne savaient pas à qui s'adresser pour faire des inspections avant. Mm-hmm. Puis nous autres, on veut les accompagner là-dedans. Dire, je vais aller négocier ton char, je vais le faire inspecter d'avance, m'a sorti le Carfax, puis je vais te dire si tu fais une bonne transaction ou non. Puis en échange de ça, je vais le négocier. Puis moi, je vais me payer là-dessus. T'sais. Puis en 2015, c'est tombé régie. On a ouvert un garage. Puis éventuellement, ce qui a fait qu'on s'est distingué, c'est qu'au lieu de mettre de la pub, j'ai, par les finances du garage, accédé à plusieurs chars dont je rêvais. Moi, j'ai eu 74 chars avant d'ouvrir ça, ce garage-là. Fait que j'avais une wishlist, puis je me suis dit, Chris, une vie, c'est bien trop court, man, ça n'a pas d'allure. Fait que là, maintenant, avec le garage, je dis, achète-lui. Fais une vidéo, fais un YouTube, prends une photo, puis ça a créé le brand puis la pub autour de ça. On a changé de nom, on a changé de ville, paf, puis on a fait un garage qui nous correspondait, qui est appelé à changer éventuellement. Les réseaux sociaux aujourd'hui, tu sais, avec ça, là, j'ai pas collé une crise de scène en pub, là, je veux dire, tout fait partie du... tu sais, faut que tu build ta notoriété first. Faut que tu build ton crowd. Puis, tu sais, à un moment donné, là, on va être pas mal rendu là dans pas long. J'ai maintenu une visibilité constante depuis 10 ans. Là, j'étais rendu que j'avais une opportunité en tant qu'entrepreneur. C'était que j'avais tout. J'avais la notoriété, les views, les followers, les passionnés. J'avais
un crowd, j'avais quelque chose de solide, 50 000 abonnés, j'avais quelque chose de solide. 50 000 abonnés pour un garage de mécanique? Personne n'a ça. Non. Non. Tu comprends? Moi, j'en ai 20 000, puis on lâche un peu à pédale, parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Puis toi, avec 50 000, vu que tes compétiteurs n'en ont pas, tu as créé un brand. Ouais, fait que toi, c'est pas garage mécanique ADG, genre VWX. Non, c'est Plateau. C'est Plateau. Ouais. Ça a un nom, ça a un logo, ça a une histoire, ça a une essence. Ouais. Mais tu sais, toi, Pat, pour faire l'équivalent de ce que David a fait, ça serait de continuer à faire les quelques capsules que tu as faites où tu nous racontes des histoires d'un des chars. Là. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. C'est la constance. C'est la constance, mais c'est ça, faut en faire pendant des années, tout le temps. Tout le temps. Ça pourrait être le genre, l'équivalent de ce que lui a fait. En plus complexe un peu parce que tu peux pas toujours le faire en live. Là, mais tu pourrais, remarque. Là, Non, mais ça prend, comme je t'ai dit, c'est juste le secret de tout ça, c'est la constance. Ouais. C'est une crise de discipline parce que ça me tente pas tout le temps d'en faire des vidéos. Tu sais, quand il faut que j'en fasse un. Tu sais, des fois, ça arrive, il y a quelque chose de batté, mais là, si j'ai pas de temps, puis on fera ça. Ben, tu t'as manqué ta discipline, puis tu aurais pu faire un bon vidéo qui aurait marché. Moi, j'ai quand même eu une bonne discipline côté vidéo, puis j'ai pas arrêté, puis c'est ça. Tu faisais quoi, une vidéo par semaine? 2, 3? Des fois, c'était tous les jours, là, peut-être. Là, souvent. Souvent. Quand il y avait des bonnes semaines de fuck-up, on pouvait faire... Des fois, je faisais 2-3 vidéos par jour. Là. Ça arrive souvent que quand j'ai une bonne journée, je peux faire 2-3 vidéos par jour. Je peux passer une semaine sans en faire à cette heure. Mais à cette heure, c'est pas pire. Mon algorithme, même si je passe une semaine sans en faire, quand j'en fais un, le monde, ça fait une semaine que Plateau rien fait, ils vont aller voir, puis... Tu sais, je fais des lives des fois, je fais par exprès pour faire un titre très incitatif, genre que je dis rien, puis que je dis rien, mais je dis tout. Puis je peux avoir 300-400 personnes des fois sur le live, puis ça prend genre 5 minutes. Là. C'est très bon. Puis tes lives, ils durent combien de temps? C'est aléatoire encore? 8, 10, 12, 15 minutes dans le top. Là. 8 minutes souvent. Des gros lives vont durer peut-être 15-20 minutes. Là, mais... Le but de tes lives, c'est faire quoi? Avoir du fun. Montrer aux personnes... Écoute, je l'explique là, le plus clairement possible, le plus transparentement. Ça se dit-tu? Ça se dit ça. Transparenment possible. Écoute, si tu fais pas ça, tu vas venir me voir et ça va coûter cher. OK. En passant, ils ont un gros point commun, les deux. Hein? Autant Pat que David, c'est que les clients, tu sais, Pat, tu es au Saguenay, David, tu es en Beauce, mais pourtant, dans les deux cas, vous avez des clients qui descendent de Montréal, de Sherbrooke, de Québec. 50% de ma clientèle, elle vient de partout au Québec. C'est impressionnant. C'est, tu sais, que ça soit Charlevoix, Sept-Îles, la Gaspésie, Rouyn-Noranda, name it, là. En majorité, 40 à 50% des chars dans le cours viennent pas de Québec ou Trois-Rivières, où ça vient de fucking loin. C'est impressionnant pour un garage mécanique, parce que d'habitude, c'est de la clientèle locale. Locale, exact. C'est ça qui crée le succès de la boisson énergisante éventuellement. Parce que on est rendu là, Pat. Là. Non, mais le monde n'achète pas juste un drink, il achète lui. Exactement. Il achète un bout de toi. Parce qu'il t'aime. Fait que la publicité est faite autour de ça. Ouais. Quand j'ai starté ça, là, on le dit. Là, on arrive, on est rendu là. Oui, mais là, il va falloir la présenter à un moment donné. Ça fait 100 fois qu'on parle d'une canette, qu'on dit ça, que les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas de vidéo, la vidéo, ils font juste nous écouter audio. Oui, parle-en. OK, tu as sorti une boisson énergisante. Histoire long short. On va essayer de faire ça bien sweet. Il y a... T'es pas obligé. Non. Okay. Il y a un soir, il y a un distributeur alimentaire qui a communiqué avec moi qui distribuait un autre energy drink. Puis, il m'a dit « Hey, je t'enverrai une coupe de caisse de ça. Tu peux-tu parler de ça? » Puis tout. Puis sur le coup, je dis « Ah, ça me dérange pas, ça me va plaisir. Okay. » Ça faisait déjà une couple de mois qu'on y pensait, mais tu sais, vraiment à des nuages. Ce serait le fun de faire ça. Puis, ce soir-là, mon frère, il est graphiste. Puis, j'ai dit « Pas-moi donc 2-3 cannes de Plateau Motorsport, là, une canne Motorsport de Energy Drink. » Il sort 4 canettes. Qui ressemble pas à ça pantoute, mais qui était vraiment malade. J'ai posté les 4 photos sur mon Plateau Motorsport. Puis j'ai écrit... Sur ton Facebook? Oui, mon Facebook de Plateau Motorsport. J'ai écrit « On le fait dessus, point d'interrogation. » That's it. J'ai pesé ça une terre. Puis ça a fait... Ça a explosé. Next level. Bombe nucléaire. Next level. Fait que toi, là, ce que j'ai vu... Ton focus group s'est fait en un post. Moi, je suis TDA, man. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait cool, on peut faire ça. Fait que j'ai fait OK, il y a vraiment une opportunité. Là. Tu sais, il y avait vraiment... Ça a vraiment explosé.
je me suis dit à ce moment-là, direct là, je me suis dit, si je fais pas ça à temps plein, puis que je fais ça les soirs, la fin de semaine, puis ça verra jamais le jour. Il faut que je tombe là-dessus à temps plein. J'avais un partenaire dans ce temps-là, puis on s'est mis à temps plein, mais temps plein, là. Genre, c'est qui qu'il faut qu'on aille voir pour créer le produit, les canettes, on fait faire ça où, les ingrédients, c'est comment ça marche, puis temps plein. Puis ça a pris 1 an et demi. Temps plein. C'est ce qu'on appelle de la recherche et développement? Ça a pris 1 an, le développement des produits, la version de la canette, c'est peut-être la version, je sais pas, là, c'est au moins 200 heures là-dedans, là, de, genre la tache blanche qu'il y a là, j'avais là, limite, là. Fait que j'avais une opportunité en tant qu'entrepreneur, comme je disais tantôt, puis je vais le faire à temps plein. Puis fait que j'ai maintenu en haleine pendant 1 an et demi mon Facebook. Ça s'en vient, on est là-dessus. C'est long. Pendant 1 an et demi, man. Racontais-tu un peu une portion de ta recherche et développement dans cette année et demie-là, justement, en guise de transparence? Oui, tout le temps. On est rendu là, puis il y a eu des fuck-ups, là. Ça n'a pas été... Hey, c'est des montagnes russes, ça, l'entrepreneuriat, tu sais c'est quoi, là. Ça n'a pas tout le temps bien été, là. Il y a eu des hauts, des bas. Fait que quand on est venu à notre première batch, puis qu'on a fait une vente sur notre... j'ai fait un live shopping. On avait notre site Internet, puis tu peux déjà y aller là, puis tu pouvais y aller dans le temps. Puis on a mis ça en vente, puis la première journée, je pense qu'on en a vendu pour 10-12 000 $. Puis on a fait, c'est donc bien malade. Puis tout de suite, on s'est dit, OK, avec la batch qu'on a là, on n'aura pas assez pour finir. Je pense dans la semaine qu'on a eu notre première batch, on commandait déjà notre deuxième. Puis notre première batch, c'était genre comme 35 000 canettes. Mais là, on parle d'un energy drink, là. Y a-tu des... Des add-ons? Non, attends un peu. Ma question, c'est... Tu sais, je veux dire, ça reste une boisson énergétique. Il y a un drapeau à damier. Oui. Puis le but de cette patente-là, à la base, je l'ai dit tantôt, j'ai été pilote. Oui. J'étais bon. Oui. J'avais pas l'argent. Oui. Moi, ce que je veux faire avec ça, parce qu'on sait, mon partner, qu'on va faire de l'argent avec ça, ben, on veut redonner au motorsport. On veut soutenir la relève, puis on veut mettre plus le motorsport sur la scène encore. Puis, donc, vous allez commanditer des pilotes, des jeunes pilotes? Oui. C'est ça qu'on veut faire. Puis, mon rêve, moi, là, c'est de poser la question à un jeune qui commence en karting, admettons. T'aimerais-tu ça gagner ta vie en faisant du motorsport? Puis que le jeune, il dise oui. Puis que je l'amène à ce qu'il gagne sa vie. Peu importe que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais qu'il gagne, ça serait comme le pont la plus belle paye qu'un gars comme moi pourrait avoir. Ce qui est vraiment peu commun dans le domaine. Ouais. Ça serait ma plus belle paye. Tu sais, moi, mon but, là, c'est pas de finir l'année avec 1 million dans le compte de banque. Ouais. M'a donné 500 000 au gouvernement en impôts. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec le 500 000? Donne-le à quelqu'un à la place. Ben oui, c'est ça. Puis la visibilité qu'eux autres vont me faire vont me donner de la notoriété qui vont enchaîner, nanana. Fait que c'est ça que je veux faire avec... OK. Je veux juste avoir du fun. J'aime où t'es allé. C'est pas là que moi je m'en allais, mais c'est une réponse que j'aime avoir. Mais ma question, c'est ce qu'il y a dans la canette, là, y a-tu des... c'est-tu régi par... Santé Canada? L'agroalimentaire. Santé Canada, ben, aux États-Unis. Ça a été fait par une firme. C'est next level, là, ça prend un permis de la salubrité des aliments. C'est un chemin rocailleux, man. Faire ça, là. C'est pas comme sortir un jus, mettons. Man, faut que tu le veuilles. Pour vrai, c'est vraiment... C'est rocailleux. Ça coûte quoi, mettons, recherche et développement pour toi, ça? Starter avec de l'argent que j'avais pas. De l'argent, j'ai tout batté, moi, pour ça. Là. J'avais des équipements, man. J'ai revendu ça en crédit bail, refinancé ça, prêt de fonds de roulement de la BDC, man. Ça ici, à côté là, des 8, 10, 12 000 $, man, de paiement par mois de prêt. Là. À côté. Puis tu sais, tu le voyais, je suis transparent, j'ai pas peur de parler des chiffres. Ça m'a coûté 200 000. OK. Puis je roule en Golf TSI de 230 000 kilos. Là. J'ai pas, ça m'a coûté 200 000. Puis je suis encore en train de le payer. Là. On va se payer bientôt. Tu sais, la business, ça fait 7 mois qu'elle vire.
On s'est pas pris une calice de scène encore. Puis c'est un succès. C'était logique pour nous autres de ne pas prendre d'argent parce que tu saignes pas une business qui start en vouloir donner des payes. C'est un start-up. Mon garage ne peut pas me donner une paye. Fait que, nos trucks sont dans nos gestions. Fait que ça sort pas de la business. Puis là, vous êtes rendu à combien de ventes? Là, c'est le bordel. Là, un beau bordel. Ouais, c'est un beau problème. Mais à toutes les batchs qu'on fait, on vit sur, dans le fond, l'autofinancement des ventes de canettes. Fait qu'on vend une batch, on est capable d'en racheter une plus grosse. Mais pour racheter les ingrédients des cannes, il faut que tu aies été avancé un peu dans les ventes de ta batch. Tu peux pas tout de suite au début. Tu sais, comme là, je reçois 150 000 canettes dans une semaine. Ben, je peux pas tout de suite acheter ce que je vais avoir besoin pour l'autre batch. Il faut que je vende, tu comprends? 150 000, c'est ça, mais pendant... Des 150 000, mais là, on est rendu à un point où... Check bien ça. Ça, c'est coquille en calice. Moi et puis Seb, on se parlait... c'est ton partner, ça? Ouais. Il y a 2-3 semaines, puis on s'est dit... Là, on va manquer de cannes encore, tu le sais, ouais. Là, en août, on fait une batch de 250 000 parce qu'on va avoir ces canettes-là. Là, il dit, ouais. J'ai dit, t'es-tu au courant que ça va coûter une couple de piastres? Il dit, ouais. Fait qu'on le fait. Il dit, ouais. OK. Je sais pas si je vais avoir l'argent. On va voir rendu là. C'est le même depuis le début. Puis à toutes les fois, on vend les batchs BO, man. Comme là, ça fait quasiment 3 semaines que je suis BO. C'est vraiment de la merde. Puis j'ai présentement quasiment en pré-vente, là, en précommande pour la nouvelle batch, là, j'ai à peu près au moins 30 50 000 déjà vendu, genre. Quasiment, oui. C'est quoi ton but avec ça? Ben, oui, là, on sait par rapport à aider des jeunes dans le motorsport, mais... ben, le rêve... Le big picture? Le rêve de Pépito, c'est d'avoir sa shop qui fait ses chars de course. Une shop neuve, chars de course, nœuds. Je les build, on les build, on fait du contenu avec ça. Puis après ça, on assit des pilotes là-dedans. Puis faire du contenu avec ça. Avoir une shop neuve. Tu sais, M-Sport en Europe qui font les chars de rallye de Ford. Tu regardes des vidéos sur YouTube de ça, ou peu importe une shop qui font des Baja ou n'importe quoi. Vermont tu le sais, c'est Vermont Sports Car. Tu regardes ces shops-là, t'es genre, pour un gars de motorsport comme nous autres, là, on regarde ça, puis man, tu fais la shop. La gueule à terre. Là. Fait que le rêve de Pépito, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que ça va se réaliser plus vite que je pensais. Ah ouais? Ouais. Parce que? Parce que notre business, ça va vite. Parce qu'il en vend des canettes. Ça va vite. Présentement, puis c'est pas pour me vanter, je vous le dis, je suis bien transparent. Présentement, avec le volume de vente que j'ai versus les nombres de points de vente que j'ai, mon volume de vente est plus élevé que Red Bull présentement. Au Québec? Ouais. Qu'est-ce qui fait que, outre ton image à toi, ton fanbase et tout ça, qu'est-ce qui fait que ton produit est différent? Il est bon. Il est bon. On savait... La plus grosse affaire qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'il fallait que ça soit bon. Le meilleur exemple, c'est la melon d'eau. La melon d'eau, ça a pris 1 an à la faire. Du back and forth, changer d'arôme, parce que le premier arôme, parce qu'il y a des arômes de melon d'eau, il y en a 22, là. C'était pas bon, on a switché. Puis il fallait qu'on fasse un drink qui était bon, qui n'avait pas d'arrière-goût. Puis en plus, avec les ingrédients qu'on a mis dedans, ils kick. Fait que t'achètes ça, la canne, elle kick pour vrai, puis elle est bonne. Puis on a beaucoup de comebacks de tout le monde qui disent que la canne est écœurante, puis à en dire que c'est la meilleure qu'ils ont bu. Je peux faire des screenshots de ça, j'en ai des centaines. Fait que quand tu reçois ce comeback-là, tu te dis, ouais, OK, on a quelque chose. Fait que là, tu fonces encore plus. Puis tantôt, avant de commencer le podcast, tu m'as parlé d'une affaire qui est hot aussi. C'est que tu as une prise de mesure constante parce que tu vas à la rencontre des commerçants chez qui tu distribues personnellement. Je livre les canettes. Le boss, puis Seb aussi. C'est sûr que ça va changer bientôt, là, mais ça fait 7 mois qu'on est 2 dans le business. On est 2. Là, j'ai mon frère qui fait les réseaux sociaux. On a un petit crowd à côté de nous autres. Là. Mais on est 2. Puis quand tu vas au dépanneur, puis que la gérant ou le propriétaire est là, puis ça demande un peu t'es qui. Puis à un moment donné, tu lui dis que c'est tout le boss. Là, ils font c'est tout le boss, puis tu livres. Ils comprennent pas, tu sais. Ouais.
Mais là, la relation vient de changer direct. Ouais. Tu viens de prendre la confiance, tu l'as pris, man. Fait que là, ils savent que... Puis là, tu leur expliques tes histoires, parce qu'on a des histoires, là. Des histoires de des deps qui prennent des palettes, puis qu'en 2 semaines, ils n'en ont plus, là. Fait que là, tu comptes ça à eux autres. Eux autres vivent la même chose. Puis là, quand tu vas leur livrer l'autre fois d'après, ils te disent « Man, j'ai jamais vu ça. » Puis des jamais vu ça, j'en entends par dizaines, là. Des propriétaires de deps. Fait que, tu sais, tous ces commentaires-là qui feedent tout le temps, puis qui arrivent tout le temps, puis c'est constamment le même commentaire qui revient, c'est ce qui fait en sorte qu'on sait qu'on a vraiment de quoi de solide. Puis c'est... Parlant de solide, Ouais. moi, j'adore le succès des Québécois, Ouais. puis le succès qui s'exporte. Tu le sais, je suis un grand ami à Dan Bérubé, Heidi, Dale de Ouais. XPN, compagnie québécoise, succès extraordinaire, qui sont là depuis bien plus longtemps. Fait que c'est un domaine un peu différent d'un supplément, entre autres, d'entraînement. Toi, t'es vraiment... Ta crowd, c'est les drinks énergie. Mhm. Là, t'es une petite compagnie qui part d'un grand cœur au Québec. Mhm. Succès extraordinaire, incroyable. Mais là, toi, ta frontière, ta voie où? Est-ce que tu vois une frontière? Non. Le défaut qu'on a, moi et Seb, c'est qu'on s'en calisse. En gros, là, on s'en calisse. On veut saturer le Québec présentement parce que là, c'est facile, tout le monde me connaît. Fait que ici, ça va être facile. Je veux aller teaser l'Ontario pour savoir, d'un environnement qui parle en anglais puis qui me connaît, mettons, à 95% pas, ça va être quoi? Puis après ça, on descend aux États-Unis. Puis si aux États-Unis, on ne se fait pas acheter, on va aller en Europe. Il n'y a aucune limite. On va aller où ce qu'on peut aller en Europe. Il y a du Motorsport en Titi, là. Moi et puis Seb, on n'a pas de limite, puis on n'est pas à vendre. Ah. Demain matin, Jamais à vendre? tu me fais un chèque de 30 millions. Ouais. Là. Ouais. M'en calisse. OK. 31, mettons. Même pas. non, mais tu sais, c'est juste pour te dire à quel Richard point... regarde dans son compte chèque. Là. Ah, C'est pour te dire à quel point... 31,5, là, mais c'est mon... À quel je peux pas aller plus haut que ça. point, je sais... Moi et Seb, on sait qu'est-ce qu'on a entre les mains, puis on sait où ce que ça s'en va. Puis tu sais, combien de compagnies québécoises ont été vendues à des Américains, des Arabes, des ci, des ça, puis tu sais, c'est pas resté dans le fleuron québécois, puis que c'est triste. On a déjà une compagnie qu'on peut faire ce qu'on veut avec l'argent qu'on a. Tu sais, si on veut acheter un cigar boat de 3 millions puis le rapper Plateau Energy Drink, on peut. C'est une business pour ça. Fait qu'on va déjà faire... On va déjà pouvoir faire ce qu'on veut avec l'argent qu'on va avoir. T'as besoin d'un chauffeur, tu m'appelles. Fait pourquoi la vendre? Écoute, s'il offre 200-300 millions, on en reparlera là, si ça se rend là. Mais pour l'instant, on veut vivre le trip qu'on s'enligne pour vivre, dans le fond. OK. Ouais. On revient dans les chars avec notre segment Betway, parce qu'on a un partenaire Betway, donc un site de paris sportifs, où Pat va souvent. Mais j'ai pas fait le bilan encore total. Mais tu fais pas les bons choix. En tout cas, ça, regarde ça. Mais je fais des choix audacieux. Mais que je pense pourtant sécuritaire. Mais je me fais damer le pion des fois. OK. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme si je disais le meilleur animateur de télé que je connais, c'est Richard Turcotte. C'est une vérité pour tout le monde, ça. Ouais, mais tu gagneras peut-être pas sur Betway. Je miserais sur toi, puis ce jour-là, tu as le rhume, tu rentres pas travailler. Ça. Ah, je comprends. C'est vrai, la malchance de même. Là, ouais. Revenons dans la F1. Suis-tu ça un peu, toi, David? Mon père a tout le temps suivi la F1. Ouais. De beaucoup, là. Moi, moins, parce que je te dirais que j'ai pas le temps. Mais un mini, mettons. Mini. Dans le temps de Jacques, on était assis devant la TV de même. Là. Mais moins un peu. Là. Toi, Carl, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu penses de la saison? Ah, moi, j'en mange là, de la F1. Là, j'adore ça. J'écoute ça avec mon fils. On a il est rendu à vraiment quel âge, son fanatique, gars, 13 ans maintenant. Ah, ouais, ça va donc, vite, hein? oui, là, il aime vraiment ça, lui aussi. aussi. Craqué que le fils à Pat, Arthur, qui est oui, dans le même genre, lui, il va chercher des podcasts européens de spécialistes de F1, puis il écoute ça. Puis, il en mange. La seule chose, j'aimerais bien qu'il écoute en anglais aussi pour travailler son bilinguisme, mais il n'y a pas d'intérêt. Il écoute ça en Europe, c'est pas fait pareil. Non,
il est vraiment très français. Mais oui, on en mange. Je veux dire, des fois, écoute, moi, il n'y a pas 13 ans, hein, Arthur, il y a 9 ans. Puis on discute de la course ou peu importe des fois. Puis il fait comme genre un tel temps de podium, il est rendu à tel point, les championnats de constructeurs, tout ça. Je suis comme, moi, j'adore la course, j'écoute toutes les courses, j'y vais aux courses. Je vais à 3 cette année Grand Prix, quand même pas mal, je trouve, à date, là, en fonction du temps de libre qu'on a. Je parie sur les courses, c'est que j'aime ça les courses, mais il m'apprend tout le temps de quoi pareil. Puis je trouve qu'ils ont soit c'est une accessibilité ou une curiosité que peut-être que moi, je n'avais pas à cet âge-là, en tout cas. Si tu as la curiosité, tu as l'accessibilité. Fait que ça démontre que autant ton gars que le mien, il en mange pour vrai. Là. Mais tu sais, on parlait de Monaco. Moi, j'y étais à Monaco comme spectateur et c'est très drôle parce qu'on avait des billets qui appellent Rocher. Fait que tu es entre la principauté puis la piste dans le Rocher, qui est une vue super du Grand Prix. Puis tu vois l'entrée des puits. Puis la course en tant que telle, j'y avais été une année, puis David Coulthard courait. Puis pour la course, on a décidé, oui, ça fait un bout, on a décidé d'aller sur une terrasse. Fait qu'on voyait les F1 passer, mais on était sur la terrasse d'un bar. Puis il y avait nous autres, un de mes amis québécois, puis moi. Puis le reste, c'était tous des Écossais. Puis Coulthard a gagné la course. Imaginez-vous la dérape, mes amis. De toute façon, déjà à Monaco, c'est la dérape totale. Oui, c'était de toute beauté comme expérience. Mais moi aussi, justement, avec Beth, c'est certain que je vais aller mettre mon petit grain de sel en pari là-dessus aussi. Parce que t'es plus Verstappen ou t'es plus qui? Mon cœur est très Verstappen, mais depuis que Piastri est en F1, j'ai toujours aimé son calme naturel, sa capacité d'analyse. Puis je trouve que Piastri, c'est une éponge. Puis il ne fait jamais la même erreur 2 fois. Il a vraiment une tête ses épaules. Il est super analytique. Puis je trouve qu'il y a une intelligence de course, de gestion naturelle. Depuis le début de l'année, moi, je dis Piastri... Je pense que Verstappen, il n'y a pas l'auto pour gagner cette année, puis on le sait. Là. Il n'y a pas un de ses coéquipiers qui est capable de rouler l'auto. Je pense vraiment que Piastri est plus fort, beaucoup plus fort mentalement que Norris, puis que cette année, c'est Piastri qui va être champion. Mais j'espère qu'il va y avoir un update miracle sur Red Bull pour que Verstappen il donne de la misère jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le char ou c'est le pilote en Formule 1? Parce que là, avec Verstappen, cette année, il n'y a pas le char. Ouais, ben, pas juste Verstappen. C'est le pilote qui en allait. Hamilton non plus. Tu prends Hamilton aussi, tu comprends? Il a dit, puis j'aimais ça. En Formule 1, le char fait beaucoup. Le char fait beaucoup, mais un pilote exceptionnel. Mais je pense, prends les 2 pilotes McLaren qui virent en avant, pas à peu près, puis mets-les dans la Red Bull. Puis je pense pas qu'ils vont être capables de faire ce que Verstappen fait. Fait que moi, je pense encore que Verstappen, dans tous les pilotes actuels, c'est l'exception. Puis c'est le gars que tu le mets dans à peu près n'importe quel auto qui va faire des miracles. Mais Piastri, avec un style complètement différent, est fort possiblement le prochain Verstappen. Le McLaren est fort aussi, solidement. Même en Formule E, c'est quasiment domination McLaren. Même ça à la route, je veux dire, même ça à la track, c'est obligé de dire qu'il y a de l'évolution puis de la recherche qui est faite dans cette histoire-là. Puis pour en avoir conduit à l'occasion, ça reste tout... D'ailleurs, toi aussi. Merci, grâce à toi. Ça me fait plaisir. J'avais roulé le MP4 quand ça avait sorti, mais toi, tu m'as fait conduire la machine. La 720, mais en tout cas, bref, tu sais, mon rêve dans pas longtemps, dans 3-4 ans, tu sais quoi, Carl? C'est que sur Betway, je puisse miser sur l'écurie qui appartiendra à Plateau. Wow! Non, mais pourrait, qui sait un jour, mais là, on va commencer, mais... Comme j'expliquais tantôt, on build une business de 10 ans en 1 an, présentement. C'est ça qu'on fait. Ça va vite. Nous autres, on ne peut pas prévoir... Je peux pas prévoir le mois prochain, je peux pas prévoir la semaine prochaine quel call je vais avoir, puis quelle quantité de dep on va avoir ouvert parce qu'on va en avoir communiqué un, puis lui, il en a 22. Là, fait que, puis présentement, je peux pas ouvrir d'autres points de vente parce que avec les canettes que j'ai passé de stock, ça sort trop. Fait qu'on va venir à un moment donné où on va avoir un inventaire assez important qu'on n'aura pas peur de rentrer dedans all-in, puis qu'il va en rester. Fait que c'est juste de se rendre là. Puis dans 5-6 mois, on va être rendu là. Là, on est en impression digitale. OK? Il y a un clear dessus. Puis ta canette de Coors Light là-bas, elle est imprimée en offset. Là, on tombe en offset. Dans 4 mois. La canne, elle coûte moins cher.
mais il faut que tu en achètes en tabarnak. Faut que tu achètes un truckload par SKU. J'ai 6 SKU. Faut que j'achète 900 000 canettes dans 3 mois à peu près. Puis... Vide. Ah, des canettes imprimées vides. Elles sont vides. Là, il faut tes stores, ces canettes-là. Faut tes mettre quelque part. Ça se store pas un entrepôt de 10 000 pieds carrés. Fait que là, c'est toutes ces affaires-là que, tu sais, normalement... Quand quelqu'un commence, il est loin d'être rendu au offset là, à commander des... Puis tu sais, l'année prochaine, on prévoit en vendre entre 2 puis peut-être 3 millions là, des canettes. Là. Puis après ça, 2027, là, ça va starter pour vrai. Ça va être encore... C'est sûr qu'ils vont venir cogner à la porte à un moment donné puis ils vont faire... je vais faire... Je vais dire, rajoute 2-0. Puis un détail, c'est drôle parce qu'au dernier podcast, on a reçu Claude Bourbonnais, tu sais, qui est un pilote dans la filière Players. Ouais. Mais au Canada, depuis la filière Players, il n'y a jamais eu de filière de sport automobile pour encourager des jeunes. Players, c'est sûr qu'ils ne les prenaient pas au karting, mais ils prenaient des gars d'avenir puis ils les embarquaient à Atlantique puis envoyaient donc. Mais une filière comme ça, depuis la disparition des cigarettiers, ça n'arrive pas. Là, toi, tu arrives avec ta business avec ça derrière la tête. C'est ça, je veux. Je pense pas que les gens mesurent l'impact potentiel que ça a sur le sport automobile. Quand ça va arriver, le monde va... Moi, je sais que depuis le début que c'est un long shot. C'est un long shot, puis il faut pas être pressé. Puis tu sais, on serait pressé, je serais en train de cogner aux portes des dépanneurs pour ouvrir des DEP, puis ça ne donne rien. C'est un long shot qui est moins long que tu pensais. Oui, non, c'est ça. Mais ça reste encore un long shot. On peut pas... Faut pas aller trop vite, même si on pourrait. Ouais. Puis, tu sais, si Red Bull a fait ce qu'il a fait... Là, présentement, on fait notre distribution. On a nos trucks, on a nos transits, ils sont rappés, un style rap de fou. Je roule sur l'autoroute, moi, man. Là, c'est le bordel. Là. Je roule sur l'autoroute, man. Ça me klaxonne. Les gars de truck, man, ils mettent la canne sur le bord du... les bras dans les airs, man. Ça roule vite. Il n'y a pas un... Je vous le dis, puis c'est pas des farces. Quand je vais livrer mes canettes, là, 90% des DEP que je vais livrer, quand je rentre dans le DEP, hey, plateau, man, il y a des plateaux ici. Ah ouais. Il y a tout le temps quelqu'un qui me connaît. Que je sois à Rouyn-Noranda ou que je sois à fucking Saguenay, c'est tout le temps. Ouais, que t'amènes quelqu'un qui traîne la caméra pour quand tu t'en vas en van, tu filmes ceux qui te font des high-five, des... Ça s'en vient. J'ai un boys de vidéo qu'il va probablement me suivre une journée qu'on va faire le restock quand on reçoit notre stock la semaine prochaine, maximum l'autre d'après. Là. Puis, il va me suivre une journée, lui, puis vous allez voir c'est quoi. On veut que le monde voie c'est quoi le plateau, la vie d'une journée de Pépito, de peu importe. Imagine la journée où tu as ton écurie dans un domaine quelconque de la course automobile, que le pilote a du succès. Oui, exact. Que les jeunes s'identifient à ce sportif-là qui devient un modèle, puis que toi, tu captes ça par caméra pour faire une web-série. Exactement. Genre, c'est exactement ça. T'es de ça. Ouais. Mais il faut se rendre, mais on va le faire. C'est le but de la chose. Fait que là, je t'offre 2 jobs. Conducteur du bateau, puis caméraman. Imagine en plus si tu commanditais le podcast, ça serait comme... Ça serait magique. Quelque chose de... D'après moi, une synergie naturelle. Probablement bord de plateau n'a pas long. OK, on y va en rafale. J'ai plein de questions pour toi en rafale, mais sur les autos. OK? OK, vas-y. On revient dans la thématique. Combien tu as eu d'autos dans ta vie? À plus ou moins 100. 70. 70. OK, c'était un bon, hein? En même temps, mettons, à toi, en même temps, tu te souviens? 16. 13, 14, 15. 16 au petit coupé. 13, 14, 15 sûrement en même temps. Ouais. Qui roulaient toutes ou... non, qui roulaient toutes. Pièces, j'avais mes courtoisies dans le temps. Peut-être bien 7-8 facile. Là. Ta première auto, c'était? Un Saturn SLC 93 avec la ceinture qui faisait clic. C'était avec ça que j'ai commencé à brasser et à apprendre à chauffer. J'avoue que je ne l'ai pas vu venir. C'est pour ça qu'il recherchait des sensations par après. Ça, c'était mon premier. Ouais. La seule qualité de ce char-là, c'est qu'il ne rouillait pas. Les panneaux en plastique. Il rouillait en dessous. C'est ça. En dessous. On n'avait pas de bruit qu'on voyait. C'est ça. Ta meilleure auto que tu as eue? Un Audi coupé 90. Oh boy. La meilleure et la pire à la fois? Ah non, c'est le meilleur. Ce char-là, écoute, embarque, on ira pas vite, tu vas comprendre. Ça va bien. Ça va trop bien. Mon oncle avait ça. Puis mon père dirait pareil. Mon père, il y en a eu aussi. Là, j'y ai dit, t'aimerais-tu revoir le Charger que t'avais quand t'allais aux courses ou un coupé quattro? Il a dit un coupé quattro. Wow.
La pire auto que tu as eue. Ça peut être la même, hein? Oui, La pire. Ça tourne, c'est pire en crise, on va se le dire. Hein. C'est vrai que... La pire. Ah, mais il y a une excuse, c'est le premier char. Là. La pire que j'ai eue. C'est un gars positif, je te rappelle juste des bonnes histoires. C'est correct. Ouais. S'il n'y en a pas, c'est correct aussi. La voiture que tu trouves, la plus belle voiture que tu... Peu importe que tu l'aies eu ou pas, là, c'est pas grave. C'est sûr que... Puis un jour, je vais en avoir un. Je le sais, je sais exactement où tu t'en vas. Je peux pas dire autre chose que ce char-là. Un Audi Sport Quattro 84.5. C'est le plus beau char. Ils en ont fait 218. Dans le temps qu'ils ont commencé à regagner le championnat du monde après l'Ancia. En fait, cette année-là, quand ils ont fait les groupes B, ça prenait un minimum d'unité de production pour être allowed pour faire du rallye. Ils en ont fait 218. Ils en ont gardé 56 pour le Motorsport. Puis il y en a eu comme 150, 160 quelques à vendre au public. Fait qu'au monde, il y en a eu 150, 160 à vendre. Présentement, ces chars-là, ça varie entre 500 et 900 000 euros. Non. Ouais. OK. Ouais. Puis c'est des 84, 5-6. Là. Quand même. Ouais. La voiture la plus laide pour à ton goût, à toi? Tabarnak. C'est-tu... Porsche des années 80 quelques, l'espèce que le char, il a l'air du devant, mais c'est du devant du cul. Un 928? Ouais, un 928, ça? Ben, le 928, il y avait un long devant, mais tu avais le 924 aussi qui était l'ancêtre du 944. Ouais, 924 peut-être plus. Oui, visuellement, le 924, c'était moins réussi. Ça aurait pu se forcer un peu. C'était pas dans Risky Business avec Tom Cruise, ça? C'est ça. Il était comme... brun, me semble, le char. Dans ces années-là, il y avait des couleurs. Ouais. Moi, je sortais pas de chez nous quand j'étais jeune. Ma passion, c'était les chars à la TV. Ton pire move en auto? Le même qui ne pouvait pas compter au début. Lui, quand le char rentrait dedans, ça n'attendait pas. C'était pas un bon move. Ton meilleur road trip? Quand on va en Gaspésie au rallye, quand on passe par la vallée de la Matapédia, quand on arrive à New Richmond sur le bord du... puis quand tu sais que tu vas au rallye BDC, là, ça c'est un beau road trip, tout le temps un beau road trip. Intimité en voiture, as-tu une anecdote? Ouais, mais j'étais tout seul. C'est bon! Avec ma Audi Quattro. Je l'aime tellement belle. C'est arrivé une couple de fois, là, c'est sûr, en chauffant, puis c'est ça. Ça va être ça? Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Ouais. OK, parfait. Ben, écoute, ça mais conclut, Richard, il y a quelque chose qui m'agace. Oui? T'as pas nommé le Porsche 211 une fois. Ça m'étonne parce que je sais que t'es aimes quand même. Le char que je veux le plus, c'est sûr que c'est un Sport Quattro. Le char que je veux le plus après celui-là, c'est un GT3 991.5 2018 rouge. La wing en arrière est moulée. C'est pas comme la wing du GT3 RS qui a l'air d'une corde à linge. Celui-là. Puis là, je suis en train de... Les 992 2023. Tu commences à les apprécier? 992 Turbo S. C'est que c'est tannant. Fait que un Porsche, on va se le dire, là, c'est le best char pour aller sur la track, puis ça fait tout, puis le look est... Il n'y a rien qui va battre un Porsche. Mon cœur, c'est sûr qu'il est plus à Audi, puis le Sport Quattro, vu que c'est iconique avec le rallye qu'il y a eu, les groupes B, puis ce que j'ai vécu en rallye. Fait que c'est pour ça que le Sport Quattro, il prend le dessus. Mais tout de suite après, c'est sûr que c'est le Porsche. Que ça soit GT3, GT3 RS, là, écoute, il n'y a pas un look qui peut battre. Parce qu'un 3 2018, tu pourrais l'avoir manuel. Oui, puis ils font la 992 manuelle aussi en GT3 RS. Non. De mémoire, oui. Pas RS. Tu penses? C'est juste le GT3? Exact. Ouais, OK, c'est vrai. Parce qu'il en a racheté une. Plusieurs. Oui. Ma 3 2018, je l'ai 2 ans. Ouais. Mais c'est certain que Porsche, il est très, très, très pas loin. Je vais probablement avoir une Porsche avant d'avoir mon Sport Quattro, là, parce que le Sport Quattro va coûter 800 000. Ouais. Mais je ne suis pas rendu là, mais je pense que la Porsche, elle va venir avant. Mais... Tu sais, le monde dit souvent, tu achètes une GT3 2018, là, le monde sont comme genre, t'es moyen. Là.
mais tu mets ça en leasing, puis si tu es capable d'assumer la mensualité, quand tu vas la vendre, tu vas la vendre plus cher que tu l'as payé. Oh, ouais, non, direct. Présentement, tu vas acheter un 992, là, un GT3. Tu vas... Premièrement, il faut que tu aies déjà acheté un char là-bas, puis tout. Puis mettons qu'il coûte 300, 350, là, au dealer, ça va prendre 2-3 ans de l'avoir. Puis, mettons, tu veux tout de suite, là, ben, ils sont à 450, 500. Fait que tu payes 100, 150 000 de plus de char pour l'avoir tout de suite. Fait que, oui, c'est des chars que c'est comme un investissement. Tu ne perdras pas d'argent en achetant. C'est sûr que si tu fais 30 000 kilos par année que ton char, là, t'es batté, là, ces chars-là, tu fais 100 kilos par semaine l'été, puis c'est tout. Là. Je déplore ça que les GT3, tu sais, Porsche, là, ils se sont jamais vraiment affichés, tu sais, dans courses comme la F1, etc. Tout ça. Moi, ce que j'ai toujours trouvé le fun de cette compagnie-là, c'est que c'est par la base que c'est devenu populaire. Ouais. Par les amateurs, par les coureurs automobiles qui ont trouvé que le char avait des aptitudes, puis éventuellement des podiums, des palmarès, qui a fait la réputation du char. Ils ont bâti leur crowd puis leur fanbase un peu comme toi tu le fais avec Plateau. Fait qu'ils ont gagné du galon c'est tellement enraciné que le brand est... Indétrônable. Indétrônable. Exactement ça l'image. Mais aujourd'hui, la demande est à un point tel que les gens sont prêts à payer 540 000 que j'ai vendu des GT3 RS9. Mais c'est plus accessible à quelqu'un de la classe moyenne. Non. Parce qu'avant ça, si tu faisais bien les choses, tu achetais une 911 d'ancienne génération à 100 000, que tu l'entretenais chez vous, puis que tu la revendais 3-4 ans après, tu récupérais tes billes, puis avec l'équité, ça te donnait un levier pour switcher d'une génération. Puis tu te ramassais éventuellement dans la classe moyenne à la fin de ta vie, là, que tu étais capable d'avoir un char qui coûte 2,50, puis que tu n'as pas déplié une token de plus que l'équité que tu as ramassée au fil du temps. Mais là, ça a monté vite dans les dernières années. Non, ça a monté vite. Sens, là, c'est ça que personnellement, je déplore. Fait que, reste à voir si, apparemment, Porsche veulent arrêter ce genre de surenchère-là, pour vrai. Oui. Puis offrir des autos à des particuliers au prix de vite, sans surenchère, sans que ce soit une personne qui a une historique de consommation de 15 chars, à la condition signée que tu rapportes le char après 2 ans. Puis qu'ils te garantissent le même prix. Apparemment. J'ai entendu dire ça. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me démentir ou peu importe, mais ça serait cool. Ça serait plus logique. Parce que moi, j'ai des chums qui ça fait 10 ans qui sont sur la liste. Là. Disponible, parce que c'est comme si tu avais un char qui te coûtait juste l'entretien, puis les assurances, puis les taxes, dans le fond. Ouais, un de nos chums communs, c'est le plus vieux dépôt aussi, il vient d'avoir son allocation de 3 RS. Ça allait faire 11 ans qu'il est sur la liste. Là. C'est intense. C'est intense, là, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas contribué positivement à ça. Parce que les exportateurs comme... 11 ans. 11 ans pour une 3RS. Puis, je veux dire, flambant ou... un ami à moi, là, OK? Je fais un parallèle. Un ami à moi, il a acheté 9 Porsche neuves, dont toutes celles que le monde ne veut pas, un Taycan, tout ce qu'il faut pour bien se positionner, pour en avoir une, puis il n'y en a pas encore. Puis ça, c'est un autre gars. C'est pas lui qui fait 11 ans, c'est un autre. Fuck off, là, je déplie. Il y a une 500. On verra rendu là. Tu vas peut-être accepter mon offre que moi, je t'achète à 31,5 millions. Là. Pour l'avoir. Ben oui, mais tu pourrais faire le move sur la 911. Non. 32. Non, tu peux aller à 32. Tu peux monter. Si tu n'acceptes pas 32, on va arrêter le podcast maintenant. Arrêtez tout de suite aussi. Hey, merci Dave. Ça fait le fun de t'avoir. Ça fait plaisir. T'en reviens quand tu veux. Hein? C'est des machines. À bientôt. On se retrouve bientôt pour un autre podcast, un autre épisode de cette belle émission. Merci les gars. Yes, sir. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.